J'ai jamais voulu être élu. Jamais, jamais, jamais. Et plus je me suis approché de ce qu'il était, moi j'avais envie de vivre ce qu'il vivait. À titre personnel, moi j'étais très malheureux à l'Élysée. Je trouve que c'est des fonctions qui faussent complètement les relations avec les gens. Le seul objectif qu'on peut tous s'assigner d'où qu'on vienne et quelles que soient nos convictions, c'est d'être au moins d'accord sur nos désaccords. On a une jeune maman d'une 40aine d'années qui est revenue pour la première fois. Donc elle était venue il y a 1 an, elle est venue pour un check-up bilan au bout d'1 an. Et qu'au moment où elle revoyait le médecin qu'elle avait vu 1 an auparavant, avant que le médecin même puisse lui dire, elle dit « Attendez, je voulais vous dire, ce matin, quand j'ai dit à mon fils, qui a, je sais pas, 6 ou 7 ans, que je revenais chez elle, il m'a dit « Ah, mais maman, tu te rappelles quand t'étais vieille ?» Donc aux yeux de son fils, en 1 an, elle a rajeuni. Avant de retrouver notre invité du jour, je voulais vous remercier d'être présent chaque semaine et d'être toujours plus nombreux à faire une pause avec nous. Que ce soit en audio sur les plateformes d'écoute ou en vidéo sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne pas rater nos prochaines pauses et bien sûr, n'hésitez pas à liker et à commenter l'épisode. Merci beaucoup et passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps. Le temps de comprendre comment rendre l'impossible possible en explorant les parcours exceptionnels de mes invités. Qu'ils soient artistes, chefs d'entreprise, entrepreneurs sportifs ou encore activistes. Résilience, succès, inspiration, ils se dévoilent le temps d'une pause. Soyez les bienvenus. Il a conseillé les plus hautes sphères du pouvoir et a participé à l'ascension fulgurante du président Emmanuel Macron. Après des années passées au cœur du pouvoir, il aurait pu poursuivre une carrière politique classique ou s'orienter vers un grand groupe privé. Mais au lieu de cela, il a choisi un autre chemin, celui de l'entrepreneuriat, en voulant révolutionner notre rapport à la santé en cofondant la start-up Zoï. Convaincu que la médecine ne doit plus se contenter de soigner, mais prévenir avant qu'il ne soit trop tard, il mise sur la puissance des données et l'innovation médicale pour transformer notre façon de prendre soin de nous. Le temps d'une pause, il revient sur son parcours hors norme, nous partage les coulisses du pouvoir qu'il a tant fréquenté et nous dévoile sa vision de la santé de demain. Bonjour Ismaël Emalien. Bonjour Alexandre. Comment tu vas ? Bien, super. Merci d'être là. Enfin, merci de m'avoir plutôt. C'est cool, j'adore. Mais merci, je suis venu te voir en tout cas. Et c'est marrant ce que tu dis, merci d'être là parce que en fait, je te connaissais pas pendant ces années justement où tu étais dans ces sphères, dans les arcanes, dans les sphères du pouvoir, mais je t'ai connu un peu après, quand tu étais entrepreneur. Et je t'avais évoqué plusieurs fois cette question en disant juste, ton histoire est quand même, mérite d'être racontée, en tout cas, d'être discutée, d'être contée, d'être racontée. Et toi, quand la dernière fois que je t'ai proposé, tu m'as dit non. Non, et c'était un non assez massif, assez direct. En fait, j'ai pas eu beaucoup de la capacité d'argumenter. Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a fait que finalement tu dis, tu sais quoi, pourquoi pas ? Écoute, je pense que c'est le niveau de maturité de Zoï, de notre projet, qu'on a lancé. On a créé le début de l'aventure il y a maintenant presque 4 ans. Et on a ouvert il y a 18 mois à peu près. Et voilà, on a éprouvé le besoin d'en parler, de le faire savoir, parce qu'on a le sentiment d'être sur quelque chose qui est important. Et je parlais en introduisant ton parcours, c'est vrai que quand je l'introduis ou quand je peux en parler, les gens pourraient me dire, tiens, il a quel âge Ismaël s'il ne te voit pas ? En plus, comme tu n'as pas aimé tellement prendre la lumière pendant toutes ces années, on pourrait dire, il a plus de 50 ans, et en fait, t'es même pas quarantenaire. En fait, cette vie a été quand même extrêmement dense et riche déjà, intense, on va dire. Toi, justement, de tous ces grands projets, prendre des choses assez importantes, comment tu le vis aujourd'hui ? T'es un peu fatigué quand même ou t'es toujours en pleine forme, être à fond chaque fois, chaque jour, depuis quand même un paquet d'années ? Écoute, moi, j'ai jamais été aussi heureux. Donc, je suis plutôt en forme parce que je trouve que c'est ça qui rend heureux. Et j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai eu beaucoup de chance dans les rencontres que j'ai pu faire. J'ai eu beaucoup de chance dans l'éducation que j'ai reçue, qui m'a permis de faire des choix peut-être un peu différents au moment où ils se présentaient. Et donc d'avoir pu participer, d'avoir pu assister, d'avoir pu contribuer à des événements dont on va reparler, à avoir appris des choses, à avoir compris des choses sur moi, et voilà, avoir envie de poursuivre le chemin un peu différemment et avoir créé Zoï. Tu sais, on a ici, tu connais Pause, on a des pauses amicales ou familiales. Parfois, on s'est amusé à aller, évidemment, un peu enquêter, parler aux gens qui souvent t'apprécient, donc ne t'inquiète pas, et qui nous disent, mais moi j'ai une question à poser à Ismaël, on va commencer assez tôt. Quelqu'un qui t'aime beaucoup, avec qui tu as travaillé, tu nous expliqueras comment et où tu as travaillé avec Anne. On écoute sa pause amicale. Salut Isma, c'est Anne.
Écoute, Alexandre me donne l'opportunité de te poser une question. Alors, une question sur une des nombreuses choses pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration pour toi, ta capacité à tenir face au stress, à la pression, à la fatigue, au manque de sommeil. Alors, est-ce que tu peux nous donner un de tes secrets? Je sais que tu as beaucoup étudié les techniques de survie, les techniques des navigateurs en mer. Est-ce que tu peux nous donner un de tes secrets pour tenir face à ce rythme et à cette pression dingue auquel tu as été confronté? Je t'embrasse. Déjà, t'es fort parce que d'avoir trouvé Anne, pour qui j'ai une admiration et une affection sans borne, c'est très fort. Merci Anne de me mettre dans cette Anne, situation. On parle d'Anne Descamps. Anne Descamps, on a été collègues ensemble quand on travaillait pour une agence de communication il y a maintenant presque une quinzaine d'années. Havas, exactement. On a été à nouveau collègues ensemble au cabinet d'Emmanuel Macron à Bercy. J'aime bien ce côté collègue. Ouais, on y reviendra, mais moi c'est vrai que les amitiés que j'ai nouées dans le cadre du travail, c'est des amitiés qui sont particulières, je trouve particulièrement fortes. Je trouve que c'est un endroit où on peut pas faire semblant. En tout cas, pas faire semblant dans la durée. Donc, quand on voit comment quelqu'un se comporte quand ça va bien, quand ça va mal, avec les différents interlocuteurs, que ce soit, et je parle de manière générique, mais le client, le fournisseur, le patron, l'agent d'entretien, peu importe, ça permet de connaître quelqu'un de manière assez... Voilà. On peut tous faire semblant lors d'un dîner ou d'un week-end. Sur la durée, c'est plus compliqué. Plus compliqué au boulot, quoi. Donc, ouais, c'est des amitiés particulières. Et donc Anne, juste pour terminer sur Anne, moi j'ai eu la chance de la connaître. Ah bah oui, au COJO. Exactement, parce qu'on a eu la chance d'avoir Anne qui a rejoint le comité olympique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Je pense qu'elle n'est pas pour rien, si je peux me permettre, dans le succès que ça a été. Donc c'est là où j'ai eu la chance de la rencontrer il y a quelques années de ça. Donc, voilà, qu'est-ce que tu réponds à Anne? Quels sont tes conseils pour nous tous et toutes? Il y a deux choses. Il y a une première chose, c'est les gens avec qui on affronte. Donc ça compte pour moi plus que tout. Et ça donne beaucoup de force quand on sait avec qui on le fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. Donc une forme de cohérence entre ce qu'on peut croire, les gens avec qui on le fait, la manière dont on le fait. Donc quand on est au bon endroit, quand on se situe à un endroit qui est de valeur pour soi, ça aide à tenir. Et il y a une deuxième chose qui est très liée, qui est que le stress, il a une signature chimique qui est toujours la même. On sécrète du cortisol, c'est la même chose quand on a peur, quand on est stressé par le boulot, quand on fait un exercice sportif intense, à la fin c'est la même chose. Et quand on sait ça, qu'en fait c'est un signal qui peut être traité, qui peut être considéré comme étant un peu mis à distance, c'est une manière, je trouve, de... Comment tu le vois arriver, ça? T'as travaillé là-dessus, toi? Non, c'est un ensemble d'expériences. D'ailleurs, quand on survit à quelque chose, quand on se dit, en fait, il y a eu telle crise, il y a eu telle tempête, on a tenu bon, et au final, sur le moment, on s'en fait souvent une montagne, et puis parfois à raison, parce que ça peut être très dur, très fatigant, très violent, très, très risqué. Il y a toujours plus grave, et donc il faut aussi remettre les choses un peu en perspective. Oui, j'ai vécu des crises, mais bon, j'ai jamais été ukrainien sur la ligne de front, j'ai jamais, voilà. Donc, t'as toujours réussi à mettre cette distance entre ce qui est très compliqué souvent pour des gens qui n'ont pas connu autre chose ou qui n'ont pas vu autre chose, que c'est vrai qu'il y a, encore une fois, il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent dans des conditions terribles, et on a certainement, en tout cas toi et moi, une partie des gens qui nous regardent, beaucoup de chance, mais on a du mal parfois à prendre cette distance, on doit être reconnaissant. Là, je suis 1000 fois d'accord. Moi, je pense que c'est beaucoup la lecture qui m'a aidé depuis toujours. J'ai toujours beaucoup lu. Et j'ai souvenir d'une leçon inaugurale, je crois, que Michel Houellebecq a donnée dans une université européenne, dont il a été nommé docteur honoris causa, et dans laquelle il décrivait la fonction que la littérature avait pour lui. Il disait, en fait, la littérature, c'est la moins mauvaise manière de vivre d'autres vies que la sienne. Et c'est un besoin qui, je pense, est vital pour chacune et chacun d'entre nous. C'est pour ça qu'on rêve, c'est pour ça qu'on a de l'imagination, c'est pour ça. Et puis, lire, l'acte de lecture, lire des biographies, lire des histoires, ça permet d'eux. Donc oui, ça... Tu disais tout à l'heure que, justement, en étant reconnaissant, tu es reconnaissant de la manière dont tu as été éduqué. Donc là, on va revenir quelques années avant. Tu grandis à Grenoble. Ouais. Tu n'es pas loin de Grenoble, dans l'Isère. Tu vas faire tes études à Paris. Et donc, ton papa est entrepreneur, entrepreneur-ingénieur. Ta maman, elle, est psychologue. Question sur la politique. Je te retrouve là à Sciences Po, en 2000, tu es diplômé en 2010, mais est-ce qu'il y a un moment c'est ça que tu voulais faire? C'est de la politique au sens large que tu voulais? Tu avais, comme un certain nombre de jeunes, cette envie d'être... Non,
Politique? Non, c'est différent. Pourquoi? Alors les anglo-saxons, ils ont une manière plus précise que nous de parler de la politique, parce que la politique, ça recouvre deux termes anglo-saxons. La partie politics, qui est ce qu'on entend nous en France souvent par les campagnes électorales, la lutte pour le pouvoir, toute la vie partisane, etc. Et puis il y a les policies, qui sont les politiques publiques, et donc c'est la macroéconomie, qu'est-ce qui est mis en œuvre à grande échelle pour avoir un impact sur la réalité. Bon. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par la deuxième partie que par la première. Donc moi, j'ai jamais voulu être élu. Jamais. Et plus je me suis approché de ce qu'il était, moi j'avais envie de vivre ce qu'il vivait, et plus je leur suis reconnaissant, d'ailleurs quel que soit l'engagement partisan qu'ils ont choisi de faire ce choix-là. En revanche, la partie politique publique m'a toujours intéressé. Ouais. Mais justement, quand on dit toujours, ça aussi pour les gens... Aussi loin que je m'en souvienne. Mais il y avait une raison, il y avait quelqu'un que tu avais vu, il y avait un projet, est-ce que c'était parents? Comment ce déclic peut se faire? Non, c'est mes parents, c'était un intérêt familial, mes parents, et puis au-delà, il y avait toujours des discussions politique, mais plutôt au sens là aussi politique publique, sur qu'est-ce que c'est que l'héritage, qu'est-ce que c'est que le travail, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, dans quel contexte, pour qui, pourquoi, pour faire quoi. Et tes parents étaient militants? Ouais. Ah, donc la chose publique leur importait. Et élus locaux, ouais. Élus locaux. Pas maire, mais membre d'une équipe municipale. Ouais, les deux? Non, mais... Dans un couple avec 5 enfants, quand il y en a un qui fait quelque chose, c'est parce que l'autre le permet. Donc en fait, c'est un engagement des deux, quoi. Donc là, on te retrouve à Paris, et là, on te retrouve, on commence à te voir dans une campagne, et donc c'est la première campagne, donc là, dans une équipe qui est l'équipe de Dominique Strauss-Kahn, qui était professeur à ce moment-là. C'est pour ça que j'ai voulu faire Sciences Po, moi. C'est pour avoir DSK comme prof. Ah, c'était ça l'objectif? C'était mon idole, ouais. Depuis très jeune. Il y a des gens qui Moi, j'ai toujours été fasciné par l'économie. D'accord, parce qu'il y a des gens qui ont, toi, Johnny Hallyday ou Roger Federer. Toi, tu avais un poster dans ton... Ouais, j'avais d'autres idoles, mais clairement... c'était lui qui... Ouais, c'était quelqu'un qui m'intéressait profondément. Donc, là, on parle de 18 ans, 16 ans. Donc avant même, ouais. Avant. C'est pas le cas pour beaucoup de gens qui aimaient à ce point-là soit l'économie, soit la chose publique, aussi jeune. Mais il croisait les deux. Je crois qu'il avait... Tu l'avais rencontré? Non. Donc tu l'as juste à travers le stream de la télévision? Télévision et journaux, même. Waouh. Donc là, tu te retrouves, c'est ton professeur, et là, c'est assez étonnant, parce que là, je te retrouve avec des noms qui vont résonner quelques années après, parce que là, on parle de Benjamin Griveaux, on parle de Cédrico, on parle de Stanislas Guérini, qui d'autres j'oublie? Adrien Taquet, Adrien Taquet, après, il y en a un certain nombre d'autres qui est là. Et donc là, vous travaillez en commun. Sibeth aussi, d'ailleurs, à l'époque. Donc, qui est devenu porte-parole du gouvernement. Mais donc ça, tu te retrouves dans cette période-là. Et là, on est sur la campagne avant-présidentielle pour la primaire du Parti socialiste en 2006, entre Ségolène Royal, Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn. Ça doit être terriblement excitant, là. Ouais, c'était très marrant. Et là, t'es pas vieux. Je suis pas vieux, et puis il y a plein de malentendus en plus, parce que du coup, moi, j'ai DSK comme prof d'amphithéâtre à Sciences Po, et j'apprends dans la presse qu'il ouvre c'est des petits QG de campagne dans un appartement à 2 pas de Sciences Po, et donc je vais le voir à la fin d'un cours en disant, voilà, j'aimerais bien rejoindre l'équipe, je sais rien faire de spécial, mais je suis motivé, et il me renvoie vers son directeur de cabinet ou équivalent, et puis qui en gros me ghost, donc il se passe rien, et il se trouve que il participe à une émission politique, je sais plus, c'était pas à vous de juger ou quelque chose, une des grandes émissions politiques du service public télévisuel de l'époque. Et en tant qu'étudiant de Sciences Po, on était invité souvent à assister dans le public. Alors je me retrouve dans le public et à la fin il y a un petit pot, et donc je le revois et je dis bah voilà, ça fait. Là tu dis c'est le moment, il faut que j'y aille. Bah, j'y retourne, je dis ça fait 2 mois, il m'a jamais contacté, DIRCAB, j'arrive pas. Il me dit ah bah il est là justement, il dit bon bah qu'est-ce que tu fais, pourquoi est-ce que Et là, le DIRCAB me renvoie vers 2 personnes, donc je me retrouve en entretien quelques jours après avec Benjamin Griveaux et Matthias Fekl. Donc Mathias qui a été ministre quelques semaines. Alors plus longtemps, mais ministre de l'Intérieur quelques semaines sous François Hollande. Et les deux me font passer un entretien un peu particulier parce que la transmission de l'information étant ce qu'elle est, avait été mal faite. Et dans cette émission assistaient à la fois des élèves de l'IX et des élèves de Sciences Po.
Et je sais pas pourquoi on l'avait raconté que j'avais 18 ans, ce qui était le cas, je les ai vus le jour de mes 18 ans, et que j'avais déjà fini l'X et que j'avais de rentrer à Sciences Po. Donc j'avais l'impression d'avoir une espèce de génie. Et donc les deux me déroulent leur CV. L'un avait fait Normal, Sciences Po, etc. L'autre HEC. Et je dis, moi je suis en première année de Sciences Po, désolé, quoi. Je veux dire, et puis on s'entend bien, et donc je démarre un stage à ce moment-là, c'est en printemps 2005. Donc là, on est assez tôt, donc il y a tous ces années qui vont... On est tôt, il y a toute la campagne qui se prépare. Moi, je fais les cafés, et assez vite, on est 2-3 petits jeunes à bosser bénévolement du soir au matin, du matin au soir. Et gravitairement, naturellement, on se retrouve à s'occuper du blog de DSK, qui était à l'époque, parce qu'il a toujours été friand de nouvelles technologies, c'était le blog politique le plus lu en France. Et donc c'était une des premières fois qu'il y avait une forme de tentative de désintermédiation entre un responsable politique et sa cible. Et on se trouve à gérer ça, et puis partant de là, toute la dimension digitale, pour autant qu'on puisse appeler ça comme ça à l'époque de la campagne. Et je reviens à ce que j'ai pu dire au début de la conversation, mais j'ai noué là des amitiés très très fortes. Donc avec ce groupe-là, ces collègues, comme tu dis. Et en y découvrant l'inverse de ce qu'on imagine trouver en politique, c'est-à-dire un collectif, des gens qui ne se mettaient pas en avant, qui étaient là pour la cause. Il faut dire aussi que là, on parle de gens qui étaient très jeunes à l'époque, qui étaient comme toi. Oui et non, parce que Benjamin Griveaux, il a 10 ans de plus que moi. Oui, mais ça restait, ils avaient entre 25 et 30 ans. Adrien Taquet, même chose. Ouais, c'était une trentaine d'années. C'était pas les vieux de la vieille, c'est ça que je veux dire. Oui, mais quand on compare ça à certains parcours, et encore une fois, c'est sans jugement, mais de militants professionnels dès leur plus jeune âge, qui eux ont pour objectif, et c'est normal parce que c'est la seule voie qui leur a été proposée pendant longtemps, de devenir le sous-secrétaire de section, puis le secrétaire de section, puis d'avoir une place non éligible lors de la prochaine élection de liste, puis d'avoir une place éligible, puis d'avoir... On se retrouve à 52 ans. Oui, mais donc dès 17 ans, ils ont ça en tête. Là, c'était pas du tout le cas. Et donc, c'est devenu des amis. Et c'est devenu des amis, et on va suivre ton aventure, justement, avec certains d'entre eux. Mais avant ça, il se passe quand même quelque chose. Moi, à ce moment-là, j'habite aux États-Unis, et les premières de couverture partout, on est en 2011, un scandale du Sofitel. Et là, ton monde s'écroule. Est-ce que tu peux croire une seule seconde ce que tu vois? T'es où à ce moment-là? Je suis en France. T'es en France, mais tu t'en souviens quand on entend parler, quand on t'appelle? On est en 2011. On est 5 ans plus tard. Tout va bien, la direction est bien prise. Alors tout va bien. Nous, on a reconstitué une équipe autour de DSK pour préparer son retour et sa candidature. Au présidentiel, là on parle. Au présidentiel. Et les sondages sont très favorables. Il semble y avoir une sorte d'alignement des planètes et que les choses se présentent de manière positive. Et effectivement, en mai 2011... un an avant les élections qui étaient en 2012. Ouais, c'est le drame. Ah, c'est un drame, là. Et donc, tu te souviens exactement quand tu entends ça? Oui, j'étais chez moi. J'étais chez moi parce que avec le décalage horaire, moi je l'apprends, je crois que c'est un samedi matin, me réveillant assez tôt. Ça a eu lieu 6 heures avant à New York, et donc ça a eu lieu au milieu de la nuit, en fait, en heure française. Et ce que disent les gens, c'est que Nicolas Sarkozy, qui voyait une certaine compétition arriver, il disait, de toute façon, Strauss-Kahn, soit il se fait choper sur certains éléments qui sont connus, il aimait une certaine manière de faire la fête, on va dire, soit il pourrait passer. Toi, tu savais aussi que c'était le risque potentiel avec Strauss-Kahn? Non. Toi qui l'avais vu, qui le connaissais, tu voyais pas ça? Non, moi je l'ai vraiment... Tu vois pas ça du tout? Non, mais par exemple, moi je l'ai côtoyé de très près pendant des années, j'ai fait des déplacements avec lui, et moi personnellement, j'ai jamais été témoin de quelque chose qui soit pas cohérent avec mes convictions ou mes valeurs. Donc non, je vois pas ça, et puis je sais pas si tu évoques quelque chose de l'ordre du complot ou autre, mais ça j'ai... Non, pas du tout complot. Non, c'était pas du tout ça, c'est que les gens disaient, il y a un risque... Il a une autoroute, c'est comme ça que tu le voyais aussi, comme tu dis, c'était sympa quand tu dis les chiffres étaient bons. Non, il n'y a jamais d'autoroute. Ça, pour le coup, on savait déjà... Que ça allait être compliqué, mais qu'il avait quand même, tu l'as dit toi, mais il avait le vent en poupe. Oui, il y avait une forme d'alignement des planètes, et donc les choses semblaient se présenter. L'année après, c'est le Parti Socialiste qui a été élu, et le représentant du Parti Socialiste qui était François Hollande. Donc là, il y a quand même... Et donc, comment toi, déjà, je pense que tu dois être... Au début, je pense que t'es pas totalement sûr que c'est ce qui s'est passé à l'époque. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Lui, on se souvient que c'est un peu ton idole. En fait, indépendamment, il y a deux choses. Indépendamment de la réalité des faits, de ce qui lui a été reproché, de la manière dont ça s'est terminé, c'est-à-dire... Jugé, jugé, mais il n'y a pas eu de peine, il n'y a pas eu de déclaration de culpabilité. Indépendamment de ça,
Ce qui est certain, c'est que l'aventure politique est terminée. Ouais. Donc ça, tu le sais tout de suite. Ça c'est évident pour tout le monde, de manière définitive. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Donc ça, c'est tout de suite. Et moi, je suis très très triste pour lui et pour sa famille. Donc j'ai beaucoup d'affection pour lui. Et donc la violence, en plus du système américain, les images, ce qu'on appelle le perp walk, les menottes. Enfin, c'est d'une violence inouïe. Donc voilà, très très triste avant tout, et puis le sentiment que y a beaucoup de travail qui s'effondre en un instant. Et à titre perso, au final, je pense que ça a été hyper important de vivre ça, et très très utile, mais même indispensable en fait, de savoir que connaître l'échec, violent, même parfois injuste. Parce que celui-là, pour le coup, tu perds une élection. Là, c'est un fait. Oui, mais la brutalité, rien n'est acquis et que... Il faut faire très, très, très attention à tout. Ouais, et puis moi, j'en ai tiré un enseignement personnel qui est que aussi longtemps que moi, je fais ce qu'il m'est possible de faire pour atteindre un but, aux bornes vraiment de ma capacité à, après, j'ai pas de regrets. Puis advienne que pourra, et on gagne ou on perd, on réussit ou on échoue. Voilà, c'est comme ça, il y a des choses qui sont actionnables et qu'on peut modifier, il y en a d'autres qui ne peuvent pas l'être, ou qui sont exogènes, ou qui dépendent pas de soi. Et sur les gens, parce que tu me dis, toi, tu l'avais pas vu, ça, chez Dominique Strauss-Kahn, sur les gens, sur certaines failles, certaines actes qui sont répréhensibles. Là, tu dis qu'il n'a pas été jugé, en tout cas, il n'a pas été condamné. Ça aussi, tu t'es dit juste, c'est impossible de vraiment savoir, de bien connaître les gens. Alors ça, j'en suis sûr. Et par ailleurs, moi, en matière, pour le coup, de politique, la vie privée des uns des autres m'intéresse pas du tout. Je pense que on a tous, c'est un biais cognitif qui est normal, qui est humain, tendance à extrapoler une information à partir d'une autre. Donc on se dit, oh là là, telle personne a l'air sympa dans la vie privée, ça veut dire que ça sera quelqu'un qui sera bien dans tel rôle. En fait, ça n'a très souvent aucun lien. Et à l'inverse, ah là là, il est hyper sévère avec ses enfants, ça fera un super ministre de l'Intérieur. Enfin, ça n'a aucun sens. On ne peut pas s'empêcher de réfléchir comme ça. Donc moi, je préfère ne rien connaître de la vie personnelle. Et d'ailleurs, je pense que si on connaissait la vie personnelle de nos grands hommes et nos grandes femmes de l'histoire, ça changerait assez radicalement la perception qu'on a d'eux et d'elles. Et donc, ça ne m'intéresse pas. Et je pense qu'au-delà du regret que j'ai de voir l'époque se prêter à ça, je pense que c'est dommage pour la démocratie et pour la politique. Pour notre information, aujourd'hui, Dominique Strauss-Kahn, il est actif, tu l'as revu Moi, j'ai jamais coupé le contact avec lui. Et donc, il continue à être professeur ou... Non, il fait du conseil à des gouvernements. Alors, il a rien perdu de ses compétences qui étaient, pour le coup, je crois, unanimement saluées en matière d'économie et notamment de système monétaire. Il ne faut pas oublier que ça a été probablement le plus grand dirigeant du FMI à un moment clé. C'est une des personnes qui a sauvé le système financier international lors de la crise de 2008. Donc, on a la crise des subprimes, donc on parle de cette crise qui a touché tous les banques. Il fait profiter de son expérience et de ses compétences d'autres gouvernements. Donc là, on se retrouve, on l'a dit, un moment charnière de ton existence, entre un échec, comme tu l'as dit, où tu ne peux pas grand-chose, t'apprends ça le samedi matin. Quelques années avant, tu rencontres pour la première fois celui qui va devenir un autre, d'abord collègue et puis compagnon et puis boss. On parle d'Emmanuel Macron. Là, je crois que c'est en 2009. 2010, je crois. 2010, je crois que c'est un forum du progressisme. C'est une des nombreuses erreurs qui tu l'as vu où la première fois Je l'ai vu à la Fondation Jean Jaurès la première fois. D'accord. À Paris. Donc la Fondation Jean Jaurès qui était le think tank proche de votre mouvement, trotskyanien. Socialiste. Alors proche du Parti socialiste au sens large et notamment, ça dépend un peu des périodes, mais proche de la dimension réformiste, social-démocrate du parti. Ouais. Et donc voilà. Donc là, parce que moi, tu parlais tout à l'heure, j'ai aussi apprécié quand tu parlais des rencontres. Dans mon livre Pause, je parlais justement de ces moments où il y a des rencontres dans nos vies, qui soit tu les prends et puis tu en fais quelque chose, mais il y a des raisons, parfois pour que tu prennes une direction parfois un peu différente. Cette première rencontre, il y a un moment où quand moi je rencontre quelqu'un, pour la première fois je me dis, il va se passer quelque chose, il va rien se passer, ou quelqu'un, je me dis au bout de quelques secondes, waouh, j'aime ce qu'il dégage, j'aime ce qu'il raconte. En particulier quand j'embauche quelqu'un, quand j'ai recruté à souvent des gens, et je pense que dans les premières minutes, il y a quelque chose qui va se passer en disant, je me vois assez bien faire une partie de ces prochaines années avec cette personne-là.
toi, tu te souviens encore de 2010 ou c'était juste un Non, je me souviens jeune bien. comme Non. toi? Alors non, parce qu'il Un peu plus âgé. il est quand même plus âgé. Ouais, donc il y a une relation. jeune, mais ça restait jeune. Oui, mais ça n'a jamais été une relation du coup d'égalité. Ok. Il y a une forme de... Oui, il y a une forme de seniorité quand même d'Emmanuel Macron assez évidente, au-delà du fait qu'il est... Il y a 8 ans de plus que toi, il n'est pas... 10 ans. 10 ans, pareil, ouais. d'accord. Et je m'en souviens bien parce que je crois qu'on ne m'avait jamais parlé de quelqu'un de manière aussi unanime, avec autant de louanges. Des étoiles dans les yeux. Enfin. Ouais. Et donc il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais vraiment, Il disait quoi, justement, à part dire parce que toi, en plus, vous utilisez des termes qui sont assez, avec des adjectifs qui sont précis. Il disait quoi? Il est brillant, il est intelligent, il avait quelque chose, c'était dans le terme de l'intelligence ou du charisme ou... Les deux. Et enfin, c'était à la fois l'intelligence et la personnalité. C'était vraiment les deux dimensions. Et des gens très brillants, il y en a quand même un paquet. Des gens très sympas, il y en a un paquet aussi. Des gens très brillants et très sympas et un peu différents, il y en a moins. Voilà. Donc ouais, on se rencontre en 2010. Et donc après, vous continuez, toi, à ce moment-là, tu en parlais tout à l'heure, tu étais à Havas, ça s'appelait EuroACG, mais ça a été rappelé après Havas. Donc tu travaillais à ce moment-là pour cette... Moi, c'était un engagement, c'était un engagement bénévole, militant, pour la Fondation Jean Jaurès, donc c'était indépendamment. Bien sûr, ça n'avait rien à voir, excuse-moi, avec ton travail, mais à ce moment-là, tu travaillais là où tu étais professionnellement, payé. Exactement. C'était chez Havas, et donc je passais pas mal de temps le soir et les week-ends à la Fondation Jean Jaurès. Et c'est un moment où, donc c'est la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, où se réunissent à cet endroit-là, c'est un des endroits où se réunissent des gens dont je me sens politiquement et idéologiquement proche, et il en faisait partie. Assez jeune. Et donc tu dis, première fois tu le vois assez bien, tu dis, tous les gens qui me parlent de lui, ils ont raison, c'est ça que tu dis assez rapidement? Ouais, je trouve que... Il y a une citation que je me dis souvent, et à chaque fois j'oublie de qui elle est, je sais jamais si c'est... je crois que c'est Gide. Ou Guitry, mais il faut dire ce qu'on voit, mais il faut commencer par voir ce qu'on voit. Donc ça a l'air plus profond que ça ne sonne. Écoutez bien, répétez-vous cette citation. Et donc je constate qu'effectivement il est différent. Il a une capacité qui, moi, est importante à mes yeux de nommer l'éléphant dans la pièce, de pas tourner autour du pot, d'être capable d'affronter un sujet, une réalité, une forme de lucidité qui pour moi est une des conditions à l'action. Et c'est perceptible immédiatement, au-delà des qualités que chacun lui reconnaît désormais, de charisme ou d'intelligence. Il y avait cette dimension-là qui m'a plu. Là, on se retrouve donc ces années-là. Tu vas là être en 2015. Vous allez commencer à monter, justement, et c'est ça qui est assez intéressant. C'est pour ça que c'était important de parler de cette dimension strauss-kahnienne, d'un petit groupe de personnes qui étaient passionnées, parce que vous êtes, pour connaître un certain nombre des autres personnes dont tu cites tout à l'heure, des vrais passionnés par la chose publique. Et encore une fois, moi je trouve que ce soit les partis, je pense que des gens qui mettent autant de passion pour ces sujets-là, donc c'est toujours assez remarquable. Et là, vous vous retrouvez tous sur une direction pas si éloignée que ça, mais avec une tête différente. Effectivement, moi j'ai le sentiment d'être encore aujourd'hui dans le droit fil des convictions que j'avais il y a 20 ans, un peu plus même. Concrètement, il se passe que moi je rejoins le cabinet d'Emmanuel Macron quand il est nommé ministre à Bercy, et donc je commence à travailler à ses côtés dans ces fonctions-là, et qu'au bout d'un an, on constate que le mandat qui lui avait été explicitement confié par le président de l'époque, François Hollande, était un mandat qui était assez largement factice, parce que à la télé on disait il est là pour réformer, pour faire avancer les choses, etc. Et puis en réalité on était empêché d'un peu partout de faire quoi que ce soit, et moi j'avais un côté un peu désespérant de voir que à la fin les plus conservateurs n'étaient pas là où on imaginait qu'ils seraient, mais souvent dans les rangs de la gauche. Et moi, c'est pour le coup quelque chose avec lequel j'ai toujours du mal quand il y a des mauvaises raisons de ne pas faire. Donc quand il y a des bonnes raisons, il faut s'y plier, il faut les accepter, il faut les comprendre, il faut les accepter. Quand il y a des mauvaises raisons, c'est différent. Et donc on réfléchit à une manière d'élargir un peu la lutte ou la capacité d'action. Et on passe en revue plein d'options potentielles, et puis on arrive à la conclusion qu'en fait, il faut un peu repartir de zéro. Et que ça suffit pas de faire un courant ou de faire un nouveau think tank ou un nouveau cercle comme chacun fait, ou de faire un livre. Et il faut que c'est du travail, parce que si c'est pour que ça reste des mots, ça n'a pas d'intérêt pour personne.
Et pour trouver des gens qui acceptent d'y contribuer, dont je sois sûr de la qualité, dont je sois sûr de la fiabilité, je fais appel aux gens que j'ai déjà éprouvés dans ces conditions-là, encore une fois, des amitiés de travail. Et donc c'est pas un hasard si se réunissent assez rapidement dans ce petit groupe-là, les noms que les noms que tu évoquais, parce qu'il y a une confiance forte entre nous et que c'est que des gens qui travaillent vite et bien et qui le font, encore une fois, avec la même approche, qui est une approche d'engagement et pas de métier, qui sont pas là pour leur carrière, qui sont prêts à prendre des risques, qui travaillent le soir et les week-ends sans demander de reconnaissance particulière, sans avoir besoin d'en parler à tous les dîners pour se mettre en avant. C'est assez rare. Ouais. Voilà. Donc là, ce petit groupe, on a oublié Julien de Normandie, qui est à ce moment-là qui est au cabinet avec moi. Qui est au cabinet à ce moment-là avec toi. Donc vous créez ce mouvement. On crée En Marche. On prépare le lancement d'En Marche. Et puis une fois qu'on lance En Marche, moi je démissionne avec Julien pour rejoindre En Marche à plein temps dès avril 2016. Donc là, on est en avril 2017. Donc souvenons-nous, l'élection a lieu en mai 2017, donc c'est un an avant que donc vous mettez tout en place. On connaît la suite. La suite est pour toi et pour tes collègues positive parce que vous gagnez l'élection. En tout cas, le président Emmanuel Macron gagne l'élection à ce moment-là. Tout à l'heure, on parlait de 2011 où c'est une énorme claque que tu reçois. Là, on est 6 ans après. T'étais où ce jour-là? C'était quoi Est-ce que tu étais dans ce système de... Là, je parle de mai 2017, quand le président Macron gagne. Est-ce que là, t'es heureux, t'arrives à être heureux? Ou tout de suite, tu sais que ça va être un travail immense qui va être celui qui va être le vôtre, en fait? Ou t'es heureux, quand même? Alors, oui, t'es heureux, mais t'es heureux parce que t'as le sentiment que... En tout cas, c'est comme ça que j'ai ressenti, qu'il y a l'opportunité d'essayer de faire quelque chose. Et que là, pour le coup, il y a plus de bonnes raisons de ne pas faire, de ne pas avancer, de ne pas... En revanche, est-ce que c'est un moment de célébration ou autre? Pas vraiment, parce que d'abord, il y a une forme d'épuisement total, et parce qu'il y a le poids de la responsabilité qui tombe sur les épaules de manière immédiate. Et ça, c'est peut-être un des éléments les moins connus, parce que ça apparaît trivial, mais de notre système institutionnel, mais peut-être un des pires, c'est l'absence de période de transition. C'est dramatique, quoi. C'est-à-dire que après avoir fait... un an de campagne, jour et nuit, dans des conditions vraiment très éprouvantes en termes de fatigue et autres. Il y a l'élection et dans les jours qui suivent, ça redémarre. C'est la passation du pouvoir. Donc donc là tu... A commencé d'ailleurs, pardon, mais par le premier concerné qui est le président. Bien sûr. Mais tu sais quoi, la vérité c'est que cette pression-là, cette tension, ces crises, il y en a quand même beaucoup depuis son élection, ce qui est quand même malheureusement, c'est notre système qui est là, il y a quand même, oui, mais ça, on est dans un monde de crise. Oui, mais le propre d'une crise, c'est qu'elle est imprévue, qu'elle surgit au moment où on l'attend pas forcément. Là, je parle d'un mécanisme qui pourrait être mis en œuvre pour s'assurer que... Je pense que ça changerait si il pourrait pas prendre un mois de deux mois. Mais même le système américain est meilleur que le nôtre sur ce plan-là, je pense. C'est novembre à janvier, il y a 2 mois. Bah, ça change tout. Pendant le mois de décembre, il va pas aux Bahamas, le président. Non, mais c'est du temps qui est consacré à préparer ce qui va se passer à partir de l'investiture à la fin du mois de janvier. C'est du temps qui permet aussi de clôturer la période précédente, parce que là, le président élu, il arrive au pouvoir en mai, quelle que soit l'année. Il est comptable d'un budget qui a été voté 4 mois auparavant, qui n'est pas le sien. Donc, il y a une forme d'illisibilité assez forte. Ce qui se passe à l'été, à l'automne suivant, en fait, procède de décisions qui ne sont pas les siennes. Donc, on peut pas attendre pour autant. Donc, il faut faire ça en décembre, dans ce cas, l'élection. Ouais, je pense qu'il faudra changer la date. Une année calendaire. Ouais, changer la date et prévoir une période intercalaire de quelques semaines à minima pour... Justement, une question. Toi qui as vécu, qui as travaillé, parce que tu aimes profondément ça, tu as regardé les textes, tu les as regardés. On a souvent discuté de cette 5e République. Toi, quand vous arrivez au pouvoir, c'est pas toi qui arrive au pouvoir, mais c'est vous qui arrivez au pouvoir, à un moment ou à un autre, tu dis c'est peut-être le moment de changer certaines choses. Ça peut être l'élection du président, ça peut être la durée du mandat. Est-ce que là aussi, tu t'es dit, c'est le moment peut-être de changer cette 5e République qui n'est peut-être pas totalement adaptée au monde d'aujourd'hui? Tu t'es posé ça ou tu as essayé d'évoquer ça en interne? Je suis sûr que c'était un des sujets. C'est toujours un sujet. Tu penses serpent de mer? Tu penses un truc qui... C'est un peu un serpent de mer, ça dépend de
ça dépend beaucoup, ayant des conditions nécessaires à son adoption, à son exécution. Ça dépend de ce qu'on cherche derrière. Ça dépend. Voilà. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que un des éléments qui manque dans notre pays, c'est une forme d'équilibre. Je crois assez peu à un équilibre entre l'exécutif et le législatif. Donc, je crois assez peu à l'approche parlementarisante d'une sixième république. Je crois plus à un équilibre de décentralisation. Et moi, je trouve que l'histoire a montré que les régions ont plus de pouvoir, les départements ont plus de pouvoir. Les systèmes fédéraux, que ce soit à la Suisse, à l'américaine, à l'allemande, etc., permettent... Moi, j'ai un exemple, c'est très marqué lors du premier mandat de Donald Trump. Donc, on apprend, il y a des signaux contradictoires qui arrivent de la Maison-Blanche, que peut-être il va annoncer qu'il se retire des accords de Paris pour le climat, peut-être que non, donc on attend. Puis, il lance sa décision qui est les États-Unis se retirent. Dans la semaine qui suit, la somme des engagements des États fédérés et des grandes collectivités dépasse les engagements que les États-Unis avaient pris au plan fédéral auparavant. Donc ça, c'est une forme d'équilibre et de contre-pouvoir qui, de facto, fonctionne. Quand je faisais mes recherches sur l'entretien, je me renseignais justement sur ce que les gens pouvaient dire de toi. Et j'avais retrouvé, je l'ai cité, un certain nombre de qualificatifs que les gens disaient tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais sur le président un certain nombre de qualificatifs. Toi, c'était le cerveau d'En Marche, la cheville ouvrière de LRM, qui était le parti, l'homme à l'épicentre de la conquête du pouvoir. C'est pas mal ça, l'homme à l'épicentre des conquêtes du pouvoir. Le secret le mieux gardé de la Macronie, le fantôme de l'Élysée. Donc, en fait, il y a deux choses qui apparaissent, et j'en ai d'autres comme ça. C'est une discrétion assez quasiment institutionnelle, c'est-à-dire que toi, tu t'as toujours dit tu n'es pas grand-chose par rapport à la cause, ce qui est quand même assez rare. Et, en tout cas, pas grand-chose. C'est-à-dire que Alors, je pense que je ne suis pas grand-chose, mais oui, je ne pense pas que ce soit si rare. C'est-à-dire que tous les noms qu'on a cités, c'est la même chose. C'est vraiment, là, pour le coup, on s'est réunis... Tous les gens que j'ai cités ont, après, soit voulu, soit ont été ministres, secrétaires d'État. Tu es le seul de toute la liste que j'ai citée, toute la liste. Quelqu'un qui n'a pas été. Alors, je ne suis pas dans les secrets du pouvoir, donc je ne sais pas si c'est toi qui n'as pas demandé, si les autres ont demandé, si c'est des compétences, mais en tout cas, c'est pour ça que je te dis juste. Je ne parle même pas de tes collègues, c'est pas du tout ça que je voulais dire. C'est d'une manière plus générale, c'est quand même assez rare, c'est quelqu'un qui va être vu aussi proche du pouvoir et qui ne le demande pas. C'est ça que je voulais dire. Alors, en fait, moi, mon expérience, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens comme ça qu'on ne le pense. Il se trouve qu'on ne les voit pas, on ne les connaît pas, et que moi, pour des raisons un peu circonstancielles, il y a eu une forme d'attention à mon égard que j'ai pas beaucoup aimé et que j'ai plutôt fui. Et après, pour des raisons, pour le coup, de fidélité à nos institutions, moi, je considère que le rôle d'un conseiller qui n'est pas élu, c'est de conseiller. C'est pas de prendre la parole, c'est pas d'incarner, c'est pas de... D'ailleurs, la liberté du conseiller, qui est à mon avis capitale pour qu'il puisse faire librement, accomplir librement sa mission, c'est de conseiller, pas de faire, pas d'apparaître. Donc moi, pour le coup, je crois avoir jamais été un courtisan, j'ai jamais caché ce que je pensais, j'ai donné mon opinion à chaque fois qu'elle m'était demandée, même parfois quand on me la demandait pas. Et le corollaire de ça, pour être libre de le faire et pour être respectueux de nos institutions, c'est qu'il n'y a pas de rôle institutionnel. Et par ailleurs, je te le disais, tempéramentalement, moi, j'ai jamais voulu être élu. Voilà. Alors justement, pour les gens qui ne savent pas forcément ce qui se passe à l'Élysée, tu parlais de conseillers. En fait, justement, il y a des conseillers, tu peux juste nous expliquer un peu. Donc, il y a des conseillers sur à peu près tous les grands domaines, que ce soit sur l'Europe, sur l'Afrique, sur la communication. Donc, explique-nous un peu, toi qui avais... Donc, vous étiez combien des conseillers ? Il y a au total... au total, il y a une petite cinquantaine de conseillers, dont certains étaient, à l'époque en tout cas, partagés avec Matignon. Donc c'était un gage d'efficacité de l'action. Et c'est en général ce qu'on appelle des conseillers sectoriels, c'est-à-dire qu'ils ont en charge un secteur, qui peut être un secteur au sens l'agriculture, la santé, l'éducation, le sport, ou la diplomatie et en particulier l'Afrique, ou la communication, ou les discours, voilà. Justement, est-ce que pour les gens de nouveau qui te connaissent aujourd'hui justement avec cette casquette d'entrepreneur Zoï et qui t'ont pas forcément connu il y a des années pour ça, une dizaine d'années, rappelle-nous à nouveau ce que c'était quoi ton rôle toi de conseiller. Alors moi j'étais justement pas un conseiller sectoriel, j'étais un conseiller sans attribution entre guillemets.
Donc moi, mon rôle, c'était plutôt de définir, ou de contribuer à définir ou à proposer une stratégie d'action, de communication attachée à cette action, de fidélité aux raisons, aux valeurs, aux engagements qui avaient conduit à l'élection, de déclinaison de ces actions en résultats concrets. Donc c'était un peu transversal et c'était voilà, moi je suis spécialiste d'une seule chose en réalité, c'est des sciences comportementales et c'est ça qui t'a fait aller là où tu es aujourd'hui. Exactement, chez Zoï. Et donc on continue ces années-là et donc là pour les gens qui se souviennent d'autres noms, on parle de Jacques Attali, c'était à peu près ça qu'il faisait à l'époque avec François Mitterrand, c'était Henri Guénaud pour à l'époque de Sarkozy, c'est-à-dire quelqu'un qui peut toucher un certain nombre de sujets. Toi quand tu es dans ce monde-là, la pression elle est quotidienne, on en parlait tout à l'heure un peu plus tôt. Elle t'épuise, toi, parce que tu vas pas rester extrêmement longtemps à ce poste-là. Est-ce que tu penses justement qu'il y a un moment ou un autre où tu dis, tu vois, il y a un moment pour tout, là, ça va faire 2 ans, c'est bien que je fasse autre chose. Il y en a certains qui ont pu rester des années et des années. Et je parle pas uniquement sous cette présidence. Est-ce que tu penses que justement il y a un moment ou un autre où, comme un président qui devrait pas forcément être élu 2 fois ou qui doit avoir des termes limités, tu penses que toi aussi les conseillers devaient avoir justement une période, en fait, tu penses, ou toi t'es parti pour d'autres raisons? Alors moi, je suis parti pour cette raison et pour d'autres raisons. Sur le principe, je pense qu'effectivement, la politique au sens, le métier, ça devrait être temporaire. Ça devrait pas être une carrière. Voilà. Et je pense que c'est capital que ceux qui occupent soit des fonctions électives, soit des fonctions de conseil, aient connu la vraie vie et su ce que c'était que de travailler, d'ailleurs que ce soit dans le privé, dans le public, peu importe, mais d'être au contact de réalités qui sont les réalités de genre tout le monde sauf eux, entre guillemets. Et je crois qu'il est assez faux de penser qu'il suffit d'aller sur un marché le dimanche matin pour prendre le pouls du pays mieux que quiconque. Donc ça, clairement, pour moi, c'est quelque chose qui doit être temporaire. Après, c'est inscrit dans chacun. Est-ce que c'est un temporaire qui dure 5 ans ou 10 ou 12, peu importe, mais en tout cas, pour moi, pas des décennies. Et après, à titre personnel, moi, j'étais très malheureux à l'Élysée. Je trouve que c'est des fonctions qui faussent complètement les relations avec les gens. Tous ceux qu'on rencontre, enfin, c'est généralisant, mais une grande partie de ceux qu'on rencontre ont ce qu'on appelle un agenda caché, ont des intérêts à pousser, et donc c'est très compliqué de nouer des relations vraies. Je parle même pas sur des amis, c'est pas le sujet, mais juste de pouvoir avoir une conversation, un débat qui soit un débat sincère et honnête intellectuellement. Et c'est très frustrant pour quelqu'un comme moi, parce que le niveau d'énergie, d'intensité, d'impact qu'il faut mettre pour obtenir un petit résultat, il est monstrueux. Voilà. Donc, tu décides quand j'en ai eu dès l'été 2017. Dès l'été 2017. Ouais. Et je voulais partir plus tôt, puis ça a duré un peu. Dès l'été 2017, tu viens en mai, et là on est en juillet, tu sais déjà. Moi, ça fait déjà 3 ans et demi que je fais ça, en fait. Je n'étais pas à l'Élysée avant, mais ça fait 3 ans et demi que j'ai déjà cette... Mais c'est quoi ton agenda, justement? Parce que j'ai pas d'agenda. Donc, quand tu vas partir, tu dis, j'ai fait ça, et on peut pas avoir... Si t'aimes ce sujet-là, tu veux pas être élu, il n'y a pas mieux que cette partie-là. Donc, t'as coché la case, t'es tout jeune, t'as à peine 30 ans. Oui, mais cocher la case, ça m'intéresse. Enfin, c'est pas pour ça que je l'ai fait. C'est pas quand tu rejoins, c'est quand même pour aider la personne que tu soutiens à être président. Tu peux pas me dire que c'est pas ça qui t'intéresse. Oui, pardon. Mais c'est pas me dire, moi, je vais me retrouver conseiller à tel endroit. C'était pas ça. C'était vraiment que la personne que tu considères incarner tes valeurs préside les destins de la France. Après, j'ai su très vite que c'était pas un truc que j'allais faire longtemps. Moi, je voyais pas du tout passer 5 ans à l'Élysée. Et donc après Mais tu savais, tu avais ta bucket list, tu avais tes points de dire bon, ça j'ai fait, j'aimerais faire ça? Non, pas du tout, c'est juste que je me sentais malheureux. J'étais frustré de voir que, pour le dire autrement, moi je suis très solidaire de quasiment tout ce qui a été fait ou décidé dans cette période-là. Ma frustration principale est surtout ce qu'on n'a pas fait. Donc moi je fais partie des rares qui pensent qu'on avait un mandat, en tout cas des rares qui pensent publiquement. Je pense qu'on est beaucoup plus nombreux dans nos forts intérieurs, en tout cas dans l'opinion publique. Et moi, c'est comme ça que j'ai compris le mandat qui nous avait été confié à l'époque par les électeurs, d'aller plus loin, pas au sens brutalité, disruption, mais dans le sens refondation. Je pense qu'il y a des grandes catégories de notre système qui ne fonctionnent plus, pour des raisons assez évidentes, qui rendent malheureux tous ceux qui sont concernés. L'éducation, c'est un super exemple. La qualité de ce qui est fourni décroît, les élèves sont inquiets, et il y a un tri qui est fait qui est pas du tout ni sain ni optimal. Les profs ont été déclassés socialement, économiquement. Comment t'expliques que chaque gouvernement dit la même chose et que parce que je pense qu'on n'arrive pas à changer. Parce que c'est vraiment la différence. C'est assez classique. C'est la différence entre une approche qui est paramétrique, où on change les curseurs, on dit voilà,
on va recruter X milliers de nouveaux professeurs, on va les augmenter de 10%, et puis on va leur dire il y a 1 heure de plus de français, 2 heures de moins de je sais pas quoi. Ça, c'est du paramètre, c'est mieux que rien, et peut-être que ça ne changera pas le système. Mais ça ne change pas du tout le système. Et puis il y a une approche qui est systémique, qui nécessite de vraiment refonder, c'est-à-dire repartir pas de zéro, mais de se dire si on devait reconstruire à partir d'une page blanche un système qui soit adapté aux besoins du pays, des enfants, des enseignants, des parents. Comment tu expliques qu'est-ce qu'on ferait? Parce que vous l'aviez écrit. Comment on le ferait? Vous l'aviez écrit, ça, c'était dans votre système. Alors, on avait écrit le concept, la philosophie, on n'avait pas écrit ce que serait la réalité de la réforme. Et après, il faut une énergie folle, il faut un risque politique fou, il faut trouver des alliés, il faut convaincre. Quand tu vois aujourd'hui Trump, qui, pour pas le faire lui-même, prend un entrepreneur qui s'appelle Musk, lui donne une responsabilité folle, et que lui, quand on parle de l'éducation aux États-Unis, qui ne fonctionne pas mieux que ce qu'on peut voir ici, prend des responsabilités qui sont extrêmes, de fermer un ministère de l'éducation pour mettre le pouvoir dans les fédérations, comme tu disais dans les États. Alors c'est très différent parce que tu dois le savoir, mais le budget fédéral de l'éducation rapporté, c'est 3%. Bien sûr. Non, tu as raison. Donc il y a un message autour. Mais il y a quand même un message de dire ça ne fonctionne pas, changeons le système. Il prend quelque chose de très visible, mais il prend quand même visible en faisant partir quand même des milliers et des milliers de fonctionnaires. Est-ce qu'il y a un juste milieu? Toi qui as été dans le système, vous avez été élu pour ça, et là tu te dis, on n'a pas réussi. Je sais pas. Les gens ont dit, ils voulaient changer. Alors, tu es d'accord avec moi, c'est ma perception, mais il peut y avoir débat. Moi, c'est ça que j'ai compris dans le mandat que les électeurs ont confié au président. En tout cas, je pense que chaque fois qu'il y a une présidence, je pense que il faut dire que les citoyennes et les citoyens imaginent quelque chose qui peut s'améliorer. Et je pense qu'il y a un certain nombre de ceux qui ne vont pas. Mais s'améliorer pour tout un chacun, ça peut vouloir dire quelque chose de très différent. Ça peut vouloir dire revenir en arrière. Ça peut vouloir dire surtout ne rien changer. Ça peut vouloir dire au contraire tout changer. Donc, c'est là où... Tu as le paramétrique et le systémique. Je pense que les gens attendent plus le systémique. Peut-être, mais là j'ai peur qu'on soit d'accord parce qu'on a un biais d'entrepreneur et voilà. Mais tu penses que justement toi quand tu vois, mettons de côté l'implémentation de Doge, donc de ce qu'a fait Trump et Musk. Toi, tu penses que il y a quand même un peu de bon d'ouvrir cette boîte noire de l'État à des entrepreneurs comme toi ou comme d'autres? Est-ce que tu penses je pense que le sujet, c'est pas trop dans les entrepreneurs, honnêtement. Je pense qu'en revanche, c'est très bon de faire la transparence. Je pense qu'on se le doit de citoyen à citoyen. Je pense qu'on a peut-être assez largement oublié que l'argent public, c'est un argent qui est sacré. Non seulement il n'est pas magique, mais il est sacré. C'est le résultat de la sueur de beaucoup, beaucoup de monde. Moi, j'ai aucun problème à titre personnel avec le niveau d'imposition qu'il y a en France. Ce qui me pose problème, c'est la qualité de ce qu'on obtient pour le niveau de dépenses. Donc, même toi, tu dis ça? Bien sûr. Bien sûr. C'est le sujet de l'éducation, par exemple, c'est un très bon exemple. Rapporté au PIB, on a des dépenses qui sont très élevées. Rapporté à la qualité de ce qui sort et au bonheur qu'on crée, encore une fois, chez tout le monde. Les enseignants sont pas heureux, les enfants sont globalement pas heureux, les parents sont globalement très inquiets. Je lance des vérités statistiques, c'est pas ma perception personnelle parce que à l'école. T'as regardé d'autres pays qui ça fonctionne? Oui, bien sûr. Les pays nordiques, on le sait, certains États fédérés américains, il y a d'autres manières de faire. Mais quand vous êtes pourquoi vous prenez pas quelque chose qui fonctionne et l'implémentez? C'est ce qui a été tenté avec de l'expérimentation. Notamment en considérant qu'un des axes d'amélioration, c'était de laisser plus de liberté et de responsabilité au niveau de l'établissement, donc de confier à un directeur d'établissement la mission de constituer une équipe pédagogique, un projet pédagogique, évidemment, qui respecterait le cadre et de l'éducation nationale et du programme qui est attendu de l'année en question. Et ça suscite des réticences extrêmement fortes. Et ces réticences-là, même quand tu es président de la République ou ministre de l'Éducation, tu n'es pas capable? Tu es capable, mais il faut le vouloir, il faut payer le prix, à la fin des fins, il faut se rappeler, par exemple, que la réforme qui est faite de la SNCF, qui a marqué les esprits, c'est une réforme dans laquelle on n'a rien enlevé à personne. On a juste dit que les prochains recrutements de la SNCF seraient faits sous un cadre qui soit différent. Et donc que l'individu de 18 ans ou de 20 ans qu'on recrute en 2025 à la SNCF ne serait pas recruté avec un engagement d'emploi à vie. C'est ça qu'on a fait, et ça a fait quelques semaines de blocage du pays, etc. Donc on a quand même une culture, on aime
faire la grève, on aime couper des têtes, on aime... Disons on est que un pays, quand même, il y a un pays qui a ça en nous. Il y a un peu de ça. Il y a quand même un côté positif de ne pas toujours accepter. Il y a un côté très positif, et moi j'ai même une forme de tendresse pour ça. Je veux dire, il y a aussi, pour le coup, quelque chose qui est un peu un dévoiement de cet héritage révolutionnaire dont on peut être fier, qui est que la part de voix ou la capacité de nuisance d'une toute petite minorité est allée très croissante. Et il y a un moment où... heureusement que la majorité n'est pas capable d'imposer sa loi, parce qu'il suffirait d'être 50,001% pour faire souffrir 49,999. Voilà, peut-être que le curseur a été passé un peu loin, qu'il y a trop peu de gens qui peuvent faire... Donc là, on parle de ce choix, qui est un choix très fort, hein, qui est assez rare. De nouveau, tu me dis non, c'est pas vrai, il y a d'autres comme moi, mais t'es au sommet à ce moment-là, et t'es pas heureux. Donc déjà, tu le dis, et merci, parce que c'est aussi quelque chose qui est important des gens qui nous écoutent et qui nous regardent. C'est pas facile d'être heureux dans sa vie professionnelle. De toute façon, d'ailleurs, c'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de gens très malheureux, très paradoxal, mais moi je me sens hyper chanceux d'avoir pu faire toute l'expérience dans ma vie de ces fonctions, d'avoir constaté que ça ne me rendait pas heureux, et du coup de m'être dit, en fait, il faut que j'aille être heureux ailleurs. Et donc c'est comme ça. Et donc, mais en plus, là, ce qui est assez dingue, c'est que tu pars sans vraiment savoir. Tu es en train de travailler sur un livre, mais bon, tu ne quittes pas cette position-là juste pour publier un livre. Donc en fait, tu passes ailleurs. On va rentrer justement sur cette deuxième partie de ta trajectoire. Là, encore une fois, tu es tout jeune, on est au début de ta trentaine, et donc là, tu te réinventes, ou tu t'inventes, en tout cas, tu continues sur ce trajectoire. Avant ça, je vais faire en fait des pauses ici. Alors, tu as des pauses amicales, on va avoir d'autres personnes qui vont te poser des questions, tu vois, dans pas longtemps. Mais on a aussi une pause vérité. Moi, j'aime bien quand les gens connaissent des choses que moi, je ne connais pas. Ça arrive sur beaucoup de secteurs, tu peux imaginer. Et là, on va faire une pause vérité. C'est simple, hein. On va avoir 2 minutes. Je vais te poser les clichés que j'ai, ce que j'imagine, sur ce que tu as vécu de l'intérieur. Et en fait, tu me réponds par vrai ou faux si mes clichés sont des vrais clichés ou pas. Si tu as envie de dire quelque chose, n'hésite pas. Les conseillers de l'ombre ont parfois plus d'influence que les ministres. Ouais. Ah ouais, c'est transparent, j'adore. En politique, on finit toujours par trahir ou être trahi. Faux. Tu as toujours été dans l'ombre, mais tu aurais aimé être élu toi aussi. Faux. La politique française reste encore un monde de vieux hommes blancs. C'est de moins en moins vrai, mais ça reste vrai. Un jour, une femme pourra être élue présidente de la République. Bien sûr. Tu penses que la France est prête à accepter ce que les États-Unis ne sont pas prêts, par exemple? Je sais pas. Pour les États-Unis, je suis pas sûr que... Les États-Unis, je suis pas sûr qu'ils sont pas prêts. Dans l'intimité, Emmanuel Macron est très différent de son image publique. Oui. La politique, c'est aussi une guerre d'ego. Ouais. Il est impossible d'être au pouvoir sans faire des compromis avec ses propres convictions. Faux. Un jour, les algorithmes, que tu aimes beaucoup, auront plus d'influence sur les élections que les meetings et les débats télévisés. Vrai, c'est longtemps que ce jour est dépassé. Ça a été déjà le cas sur les campagnes. Hein. Depuis longtemps. Certains médias choisissent de ne pas publier certaines affaires pour ne pas se fâcher avec l'Élysée. Faux. Beaucoup d'interviews politiques sont jouées d'avance, les questions-réponses sont négociées en off. Non. En revanche, souvent, les réponses peuvent être relues. Il est plus facile d'être ministre quand on vient de l'ENA que quand on vient d'un quartier populaire. C'est encore le cas aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Statistiquement, après, je sais pas si c'est plus facile, mais... Et on termine en privé. Beaucoup de politiques de camps opposés s'entendent très bien. Ouais. Donc surtout au Parlement, en fait. Il n'y a pas de personnalité attachée à telle ou telle couleur politique. C'est pas parce qu'on est de droite qu'on est austère et moi, quand on les pénible, ou qu'on est de gauche qu'on est chaleureux et sympa. Ça peut être parfaitement l'inverse. Donc quand on se côtoie, il y a un respect mutuel et qu'on est amené à se parler. D'ailleurs, Dieu merci que ce soit le cas. C'est quand même ce qui fait notre travers. Extrême conflit. Ça, je sais moins, honnêtement, c'est plus récent. On continue, on est en 2020, donc on te retrouve loin des urnes et du monde politique, et là, tu te tournes 2019, la création de... la création de Zoï. Ouais, donc j'ai oublié 2019, t'as raison. Non, je vois que tu me tapes sur les doigts. Donc, mais là, j'étais en 2020, t'as raison. Tu pars, évidemment, Zoï, en 2019, 2020, tu écris un livre, tu vas sur la route pour parler de ton livre, cette vision que tu avais, qui est là d'ailleurs, ce qui veut lâcher avec David Lamiel, le progrès ne tombe pas du ciel, qui est un manifeste sur ces sujets. Mais là, je te retrouve en 2020. Alors après, en fait, quand tu pars, et c'est là où je te vois, parce que je trouve que tu crées 2 entreprises à ce moment-là, une qui s'appelle Unusual, je crois, c'est ça, hein, et une autre qui s'appelle une structure d'investissement qui... Oui, c'est... Voilà. Donc voilà, en tout cas, ça prouve bien que
sans papillonner, tu essaies de faire différentes choses, tu essaies aussi de t'inventer. C'est pas forcément une chose évidente d'être entrepreneur, d'être au centre là de l'intention. Et là, je te retrouve et tu confondes cette start-up Zoï. Donc, est-ce que Zoï qui veut dire la vie en grec, parce qu'évidemment, tu parles grec, latin et tout un tas d'autres langues. Malheureusement pas. Mais en tout cas, la vie en grec. Pour les gens qui ne connaissent pas Zoï, et que justement ils entendent Zoï pour la première fois, et là je parlais de santé, ça intéresse tout le monde, et évidemment à raison. Tu peux me faire comment tu expliquerais aux gens qui nous écoutent rapidement ce qu'est Zoï et pourquoi ils doivent absolument connaître Zoï? Ça part d'un constat assez simple, qui est qu'on est chacun le résultat d'une part de sa génétique et d'autre part de son mode de vie. La génétique, pour des raisons évidentes, ça ne se change pas. Le mode de vie, en revanche, on peut tout changer. Et on subit son mode de vie parce qu'on est tenu à des catégories assez génériques. Il faut bien manger, bien dormir, faire du sport, pas fumer, pas boire, etc. etc. Il se trouve que c'est des injonctions qui sont parfois contradictoires, qui ne sont pas précises, qui ne sont pas adaptées à chacune et à chacun. Donc Zoï, c'est la capacité d'identifier précisément son état de santé actuel et, dans la mesure du possible, à venir, et d'en déduire le mode de vie le plus adapté à chacune et à chacun, en matière de nutrition, d'exercice physique, d'exposition à la pollution, de sommeil, de santé mentale, de santé reproductive. Donc c'est tout un parcours de santé préventive qui commence par un check-up, qui se traduit par le mode d'emploi de ton corps et par un mode de vie qui était recommandé et dont les recommandations ensuite sont distillées via une app pendant toute une année. Ça, je pense que c'est quelque chose, quand les gens t'écoutent, tout le monde voudrait ça. Enfin, tout le monde pourrait imaginer, parce que là, on est sur ce que tu dis aussi, on est sur la prévention. Donc, on est dans un système souvent où on traite et on gère un peu moins la prévention, ce qui fait que ça coûte une fortune de ne pas bien s'occuper de la prévention. Mais avant qu'on rentre plus dans le détail, tu vas nous expliquer peut-être le modèle économique, l'argent et autres, parce qu'il y a quand même un business derrière ça, évidemment. Mais pourquoi ça? Parce que là, je te retrouve à nouveau en 2020. Tu as une feuille de route absolument gigantesque, très large de ce que tu peux faire. Tu sais que c'est l'entrepreneuriat qui va être la prochaine étape importante de ta vie. Pourquoi tu choisis la santé? Explique, là encore une fois, explique surtout pour les gens qui nous écoutent, et j'en ai tous les jours comme ça que je rencontre, qui me disent « j'aimerais me lancer, je ne connais pas l'idée, le domaine ». Est-ce que tu avais une passion pour la santé? Non, c'est une rencontre. Okay. C'est une rencontre. La rencontre du docteur Dalle. Le docteur Claude Dalle, qui est décédé il y a peu. Très, très récemment, qui est un des précurseurs au niveau mondial de la santé préventive, qui dirigeait le plus grand congrès mondial de santé préventive, qui est un Français, complètement inconnu du grand public, Cocorico. Parce que pas du tout, très, très, très connu dans pas son du milieu. tout médiatique, d'une humilité monacale, littéralement, et qui a bien là. inventé, oui, on s'est bien entendu, qui a inventé vraiment une approche très scientifique, donc pas du tout New Age, médecine alternative, vraiment très scientifique, de la prévention. C'est-à-dire, ça part du principe qu'il faut mesurer plein de choses pour pouvoir savoir où est-ce qu'on se situe, mettre en relation des silos de la médecine qui ne se parlent jamais. Et donc c'est exactement l'inverse de l'approche curative où on va voir de proche en proche un spécialiste de plus en plus pointu d'une pathologie la plus en plus aiguë, et à la fin, dans notre système collectif, même dans notre psyché en matière de santé, le pape, c'est le neurochirurgien qui est capable d'opérer le cerveau, etc. Et heureusement qu'il est là, parce qu'il peut guérir des choses dont on mourrait ou dont on souffrait pendant une vie entière il y a encore peu de temps. Mais il est là pour ces maladies très graves qui sont heureusement souvent assez rares, et il manque une grande partie du spectre avant qui est la prévention. Et donc se connaître, savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour répondre à tel déséquilibre, parce que la plupart des déséquilibres pris sur une courte période ont peu d'impact, mais quand ça se sédimente sur des décennies, voilà, moi j'ai découvert, je donne un exemple, que les décès précoces de la grippe, par exemple, donc quand quelqu'un meurt de la grippe au début de sa retraite, c'est pas parce qu'il est particulièrement fatigué cette année-là, ou parce que la grippe est particulièrement virulente cette année-là, c'est juste qu'en fait son système immunitaire a subi pendant des décennies un affaiblissement progressif, au point que, à un moment, il y a une vague qui passe au-dessus de la digue, ça s'appelle la grippe, c'est un virus qui est relativement plus agressif que d'autres, et il meurt de la grippe. Mais c'est quelque chose qui aurait pu, dans quasiment tous les cas dont je parle, être évité. Donc là c'est la santé, donc cette rencontre-là, tu décides, et raconte-nous à nouveau, là on parle de rencontres, c'est essentiel, tu en as eu quelques-unes, ces rencontres dans ta vie, tu le rencontres où, tu connais comme la santé plus particulièrement? Non, moi j'adore manger. J'adore manger, donc j'ai rejoint un petit projet entrepreneurial d'un très bon ami avec qui j'ai d'ailleurs créé Zoï
de création d'un restaurant, puis d'un deuxième, et puis je travaille avec le chef Alain Ducasse également, j'adore le vin, bon. Et je commence une mission de conseil pour une grande société de distribution alimentaire sur la prospective, les Français, qu'est-ce qu'ils vont manger dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Évidemment, il doit y avoir une composante un peu scientifique, savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin de manger, bon, et pour voir si les comportements sont alignés avec ça ou pas. Je m'aperçois qu'une grande partie de ce qui apparaît comme étant une forme d'évidence relève en fait d'une forme de mode, voire de charlatanerie, certains régimes, et qu'il y a assez peu de sciences dures sur le sujet de l'alimentation et de la santé, en dehors de petites verticales très précises sur le sucre, les graisses saturées ou autres. Et je cherche des spécialistes qui soient capables de m'orienter, de me dire bah là t'as bien compris, là t'as pas compris, moi je suis pas médecin, je suis pas scientifique. Et on me parle d'un médecin en me disant il est incroyable, il fait ça mais en lien avec plein d'autres choses, avec l'épigénétique, et j'arrive à le rencontrer. Et puis il y a un vrai coup de foudre amical et intellectuel. Et il me propose de rentrer dans son protocole qu'il avait développé de manière complètement artisanale, vraiment dans la limite de son temps et de son cabinet. C'est un médecin généraliste installé à Paris. Et je commence un enfer d'expérience client. Il y a des analyses à faire dans 8 endroits différents, 4 spécialistes à aller voir, les rapports se perdent, personne ne se parle entre eux, ça prend un temps fou. En plus, c'est entre 2 vagues de Covid, donc c'est porté au carré par les circonstances. Au bout de, je sais plus combien, 7 ou 8 mois de quasi-errance médicale, arrive le moment de la restitution. Et donc, je retourne voir ce docteur, qui n'a pas eu le temps de regarder rien de ce que j'avais fait dans les 6 ou 8 mois, qui découvre vraiment en live avec moi. Il a littéralement de mémoire 42 rapports différents. Certains font 2 pages, d'autres en font 27. Et il passe d'un rapport à l'autre, et pour la première fois de ma vie, il y a un médecin qui est capable de mettre en cohérence l'intégralité de mon passé médical et de ce que je vis. Je pensais pas avoir de pépins particuliers. Et donc là, c'est une épiphanie. C'est vraiment incroyable de me dire, mais en fait, tout est lié. C'est très évident sur le plan de la logique. Et là, c'est comme Newton, là, tout d'un coup, tu as la pomme qui tombe de là, c'est un moment où, pas sur le moment, mais après, je me dis, mais bon, ok, est-ce que j'ai bien... Est-ce que je suis prêt à dire ce que j'ai vu, mais est-ce que j'ai bien vu ce que j'ai vu? Et si oui, c'est pas possible possible de passer à côté de ça. Et les effets sur moi sont incroyables, parce qu'il identifie des pépins. Typiquement, j'avais le profil de quelqu'un qui était à risque de mourir précocement de la grippe. On avait quelques années encore. Ouais, mais bon, malgré tout, faut s'en préoccuper tôt. Et puis il apporte une solution qui est objectivée, dont je mesure dans des examens médicaux, dans des analyses biologiques qu'elle fonctionne. Et donc je me dis mais c'est pas possible que ce génie soit limité par son temps et par son cabinet. En plus on savait, il était déjà relativement âgé, pas éternel. Il faut qu'on fasse vivre cette médecine et qu'on améliore par ailleurs tout le cadre expérientiel. Il y avait zéro tech, enfin c'était... On va continuer justement l'histoire, on va avoir une autre pause amicale. Juste avant cette pause amicale, j'aurais pu demander à Alain Ducasse, dont tu parles, qui est quelqu'un qui apprécie beaucoup le projet, qui t'apprécie aussi. Moi, c'est quelqu'un que j'aime d'amour. C'est un entrepreneur assez incroyable. C'est un entrepreneur incroyable. Il était ici il y a quelques temps de ça. Pour les gens qui n'ont pas écouté le pause avec Alain Ducasse, surtout écoutez-le, son histoire, sa résilience, le fait qu'il ne regarde que sur le futur parce qu'il a eu des épreuves très dures dans son passé, et quelqu'un qui représente la France. Et je sais à quel point, comme moi, t'aimes cette représentation de la France dans le monde, quand même mieux que beaucoup de gens, Alain Ducasse. Et c'est un géant. On va écouter la question d'un autre géant que j'aime beaucoup, qui était aussi ici, et je conseille. On va écouter, on parle d'un patron qui a été très utile pendant la Covid dont tu parles. On parle de Stéphane Bancel, que tu connais, qui était donc le fondateur de Moderna, un entrepreneur français qui est à Boston, un génie et un géant. On écoute sa question pour toi, Ismaël. Bonjour Isma, j'espère que tu vas bien. Ma question est simple, c'est en fait, qu'as-tu appris avec Paul de ton projet du restaurant japonais à Montmartre, qui est d'ailleurs excellent, je recommande à tout le monde. Qu'as-tu appris de ce projet qui en fait t'a le plus aidé ou qui vous a le plus aidé dans la construction de Zoï? À bientôt, amitié. Alors bon, plusieurs choses. D'abord, Stéphane, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus d'un mentor pour Paul et pour moi depuis qu'on a créé Zoï. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est probablement le Français qui a le plus apporté à la médecine depuis Pasteur. C'est littéralement une des 3 ou 4 personnes au monde grâce à qui on a eu un vaccin contre le Covid dans des délais records. Donc
Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de monde qui peut s'enorgueillir d'avoir sauvé des millions de vies. Il en fait littéralement partie. Une humilité absolue. Humilité absolue. Voilà. Et puis, une expérience folle dont il nous fait profiter, dont on se sent privilégié, le mot est faible, de pouvoir en bénéficier. Il se trouve qu'effectivement, donc je l'évoquais, on a monté avec Paul, c'est d'ailleurs le projet de Paul initialement que j'ai rejoint en petit partnership assez vite, un petit restaurant de sushi, mais qui avait vocation à être un restaurant traditionnel et fournir une expérience aussi proche que possible de ce qu'on peut vivre au Japon et qui soit aussi proche que possible de la perfection. Et il se trouve que ni lui ni moi n'avions jamais été restaurateurs, et que l'on nous a longuement déconseillé de s'y frotter. Et ce qu'on a appris, c'est que, il y a plein de choses, je pense, mais ce qui me vient à l'esprit de manière spontanée, c'est qu'il n'y a pas de détails, zéro. Donc tout a été pensé, testé, repensé, refait. On a refait 3 fois le comptoir, par exemple, à Sushi en 2 ans. À chaque fois, c'est des semaines de fermeture du restaurant. Et je suis pas sûr qu'il y ait 10% des gens qui voient la différence, mais nous, on la voit. Donc tout est réfléchi. Et l'autre chose, c'est que quand on fait les choses de manière sincère et à fond, et en se donnant les moyens et avec une spontanéité totale, il n'y a pas beaucoup de limites. Donc il se trouve que le résultat de tous ces efforts, c'est qu'on a eu une étoile Michelin en 8 mois, ce qui est assez rare. Et je le dis parce que vraiment je considère que c'est vraiment le fait, et du chef évidemment, qui s'appelait Monsieur Chunei, et de Paul. Et donc, travail paye, voilà. Travail paye. Et le fait que c'est extrêmement important que tu as cité, que tu te challenges tous les jours. Tout le temps. Tous les jours, comment tu arrives à avoir un produit qui est encore... Et pour le coup, peut-être le fil rouge, pardon, je te coupe, mais le fil rouge avec ce que j'ai fait avant, c'est que moi, j'aime bien me mettre dans la chaussure des autres. Imaginez donc quelqu'un qui connaît pas du tout les sushis, qui découvre, qu'est-ce qu'il va penser à chaque instant quand il passe devant le restaurant. Donc l'architecture est importante, quand il rentre, donc là c'est l'odeur, c'est la lumière, c'est le son, comment on va lui dire bonjour, qu'est-ce qu'on lui montre, c'est les couleurs, c'est l'art de la table, donc voilà, on est allé très très loin, et c'est pas une question d'argent, c'est juste une question d'effort. On est allé très très loin dans les détails. Je te donne un autre exemple. Dans la plupart des restaurants, y compris de sushi, la carte des vins, elle est co-construite avec un fournisseur. Il y en a quelques-uns qui ont pignon sur rue. Et aux bornes de ce que le fournisseur est capable d'apporter, on est très fort sur telle région viticole et puis un peu moins fort sur telle autre. Nous, on a décidé de ne mettre à la carte que des vins dont on garantissait que l'accord serait parfait avec ce qu'on servait. Donc, on a 8 fournisseurs différents. C'est un enfer logistique, comptable, de stockage, etc. Mais le client, il sait que, quel que soit... Voilà. On parle de Stéphane, juste une aparté sur Stéphane Bancel. Stéphane Bancel, tu parlais de lui comme quelqu'un qui a passé du temps avec toi, qui aimait aussi profondément le professeur Dalle. Et j'en parle parce que j'ai eu la chance également de travailler avec Stéphane sur la dernière start-up que j'ai montée qui s'appelle Infinite. Et tu la connais, c'est prêt à taux zéro, sans garant, pour des jeunes des classes populaires qui puissent aller faire les études qu'ils méritent de faire, que ce soit en France ou dans le monde. Pourquoi je parle de Stéphane ? Parce que Stéphane, dès le premier jour, quand je lui ai parlé de ce projet-là, s'est associé à ce projet-là, à financer des jeunes lui-même. Et encore, je ne vais pas dire plus que ça, parce que tu pourrais me dire, l'argent est une chose, le temps en est une autre. Et aujourd'hui, Stéphane est aussi mentor. C'est-à-dire que ce que dit de toi, on a une jeune femme qui est aujourd'hui à Harvard, qui est financée et qui est une Infinite, et Stéphane, je lui posais la question, je lui dis, Stéphane, est-ce que tu pourrais... Il dirige une entreprise qui est une entreprise qui lui demande énormément de temps, et malgré cela, Stéphane prend son temps, tous les mois pour accompagner, pour mentorer cette jeune femme qui est également extraordinaire. Le simple fait qu'il prenne même 3 minutes pour penser à une question, il est assez unique et ça fait du bien incroyable. Parce que tout à l'heure tu parlais des gens qui prennent distance par rapport à leur succès. Il faut savoir que Stéphane, lui, vient du sud de la France avec des moyens qui étaient limités lui-même et qui a décidé avec son épouse Brenda de tout donner de leur vivant, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment une volonté absolue d'aider les gens aujourd'hui à avoir une vie meilleure. Ouais, moi il y a quelque chose qui m'avait tout autant marqué dans son parcours avant que je le rencontre, je ne le connaissais pas avant Zoï, c'est le choix qu'il fait à 32 ou 33 ou 34 ans, il est déjà le patron d'un des principaux labos français, l'Institut Mérieux, de tout quitter
pour être l'employé numéro 1 de Moderna. Il avait plus à l'époque de membres dans son conseil d'administration que d'employés, et il reconstruit de zéro en prenant un risque monumental. À Boston, à ce moment-là. Donc ça, quelqu'un qui est capable de faire ça, évidemment que... Avec respect. Au-delà du respect. Pour l'entrepreneur que tu es. Donc là, on est début de Zoï. Zoï, il se passe aussi un point important, et là, on parle de Stéphane Bancel, mais tu as quand même pas mal de faits autour de ton berceau. Alors là, on parle de Stéphane Bancel, mais on parle d'autres. On parle des gens qui sont connus pour le grand public, par la plupart d'entre eux, qui deviennent actionnaires chez toi. On parle de Xavier Niel, on parle de Rodolphe Saadé, on parle de Jean-Claude Marian. J'en oublie un certain nombre, assurément. Oui, Jean Moix, Patrick Lévy-Weiss. Jean Moix, évidemment. J'adore Jean Moix. J'aurais dû le citer, évidemment. Jean Moix. Vous ne le verrez certainement jamais ici, parce que Jean, et comme toi, prend de la distance par rapport, et pourtant son histoire est incroyable, et sa vie, c'est une personne mais unique au monde. Donc Jean est aussi avec toi, un certain nombre d'autres personnes. Là, tu parlais tout à l'heure des gens qui, quand tu étais à la présidence, étaient intéressés à travers toi pour certaines choses. Là, c'est comme toutes ces années-là, tu ne peux pas lever 20 millions d'euros avec une idée si tu n'avais pas justement développé ce parcours. Tu penses que tu aurais pu réussir à lever autant d'argent avec un business plan, avec pas grand-chose. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est important, c'est que je n'en connaissais aucun d'entre eux. Ouais, c'est ça. Donc, ce n'est pas du réseau au sens où on peut l'imaginer. Ce n'est pas des gens que j'ai rencontrés dans mes fonctions passées. Est-ce qu'eux ont considéré que d'avoir participé à ce que j'avais vécu, c'était un élément qui permettait de peut-être rajouter de la crédibilité au projet? Probablement. Certainement. Et ça jouait un peu là-dessus, de le dire. Quand tu es entrepreneur, il faut jouer sur tes forces, non? Oui, bien sûr. Enfin, j'ai pas joué. Il savait qui t'étais. Oui, et puis il n'y a rien de caché, il n'y a rien de... Et ensuite, je pense que ce qui est très important, et tu l'as dit, c'est que c'est littéralement tous des entrepreneurs. Donc c'est tous des gens qui ont construit quelque chose. Et c'est tous des gens qui sont d'abord là pour le projet, avant d'être là pour le return. Et ça change, ça donne une force folle dans ce qu'on fait, et c'est pour ça qu'on a une entreprise à mission, et que on aura de relâche que lorsqu'on aura démocratisé le service qu'on a lancé. Mais le fait d'avoir autour de la table des gens qui sont partis vraiment d'une page blanche et qui ont construit des réussites incroyables, ça change tout. Là-dessus, je pense qu'il y a quelqu'un qui va être aussi important. On n'a pas beaucoup parlé. À quel point une personne justement que tu as rencontrée pendant les années précédentes, qui t'a aidé à mettre en place, parce que toi, tu n'avais pas de réseau du tout dans ce monde de la finance. Donc est-ce que Christian t'a aidé? Christian Dernier a été utile ou pas du tout dans ces moments-là? Pas du tout. Alors, il est toujours utile parce que c'est toujours utile. Christian Dernier a été là aussi invisible pour la plupart des gens, mais c'est lui qui a structuré, on va dire, son plus les levées de fonds. On est en 2015-2016, je pense, de En Marche. Donc là, lui, il a un réseau. Donc comment t'as fait pour... Non, t'as pas vraiment là-dessus. Comment t'as fait? T'as tapé aux portes de tous ces gens-là? J'aurais écrit. Bonjour. Stéphane, c'est ce qu'on appelle un cold email. Vraiment. Là aussi, c'est important pour les entrepreneurs qui nous écoutent. C'est faisable. T'as envoyé un email. T'en as envoyé un ou deux pour qu'ils répondent? Un seul. Mais après, je pense qu'il est exceptionnel, c'est-à-dire qu'il lit tout ce qu'il reçoit. Oui, ce qui n'est pas le cas forcément de tout le monde. Je ne suis pas étonné qu'il réponde à tout le monde, d'ailleurs. Ne serait-ce que pour répondre non. Il est incroyable. Et donc là, tu crées justement ça te met plus de pression ou pas? Ah bah oui. Parce qu'ils sont quand même, t'as des gens qui ont créé quand même pas mal de belles choses autour de la table. Alors c'est moins ça que le fait de la confiance, évidemment, ça oblige. Donc. Oui, mais comme tu vois des vrais entrepreneurs autour de la table qui sont tous, tu parles de Xavier, ils sont tous autour de la table des gens qui ont créé ou qui continuent à créer des choses. Donc ça te met... écoute un peu les conseils, je pense. Puis zéro bullshit. Il n'y a pas d'espace pour tout ce qui n'est pas factuel et droit au but. Justement, toi, tu dis justement que tu aimes bien que ces investisseurs soient aussi des entrepreneurs. C'est un côté que tu aimes bien parce qu'en fait, tu sais qu'eux-mêmes ont sué, ont pris des portes, ont des cicatrices comme toi t'as. Ça aussi, c'est vraiment important, c'était essentiel dans ta sélection. On ne peut pas dire forcément une sélection de tes actionnaires. Essentiel. Et c'est pour ça que ce n'est pas des fonds, c'est que des individus, des personnes, et qui chacune apporte au projet quelque chose en sus de son argent. Donc, et qui d'ailleurs l'ont fait de manière très active dans les années qui ont suivi, c'est-à-dire qu'ils sont très aidants à chaque fois qu'on a besoin. Justement, là, tout à l'heure, on parlait d'une manière un petit peu à 1000 pieds de ce qu'est le projet, donc on parle vraiment de prévention, on a parlé de termes importants, utilisation de la data, de la donnée pour bien le faire. Rentrons un peu plus dans le dur, pour que les gens comprennent s'ils devenaient aujourd'hui clientes ou clients de Zoï,
On a compris ton expérience avec le professeur Dalle, à quel point elle était assez déstructurante, malheureusement, parce que c'était beaucoup d'informations pas au même endroit. Justement, raconte-nous un peu, si moi demain, je me dis, tiens, je veux faire cette médecine préventive, comment ça se passe? En gros, c'est une semaine? Bon exemple, tu es un entrepreneur, oui. Et il se trouve qu'un entrepreneur, après, j'ai envie de dire, c'est vrai de beaucoup de profils, c'est vrai d'une maman célibataire avec des enfants, c'est vrai de quelqu'un qui a un travail... Tout le monde a un peu de charge mentale, c'est ça que tu veux dire? Énormément, Ouais. Et donc on devrait tous pouvoir bénéficier du même traitement qu'un sportif de haut niveau. Et qu'est-ce qui fait qu'un sportif de niveau a un traitement particulier? C'est qu'on optimise tous les éléments de sa vie. Mais sa vie, in fine, pour sa performance. Mais du coup, on lui dit, il faut manger ceci, il faut dormir comme ça, il faut se reposer à tel moment, il faut... Et donc nous, on récolte de la donnée médicale, on le fait nous-mêmes. Donc on a ouvert un centre de santé à Paris, dans lequel tu suis un parcours de check-up. Donc il y a une vingtaine d'examens différents. Il y a de l'imagerie, il y a de l'imagerie lourde, il y a des analyses biologiques, il y a des examens cliniques, il y a des examens fonctionnels. Ça me prend quoi, 3 jours ça me prend? Non, ça prend une demi-journée. En 4h30, all in all, c'est terminé. Ça, c'est une des particularités, c'est qu'on a réinventé le parcours et donc tout vient à toi. Et c'est pas l'inverse, donc il n'y a pas de temps de déplacement, il y a 0 temps d'attente. Tu es dans une salle. Il y a 17 des 20 examens qui ont lieu dans la même salle. Il y a une vingtaine de salles différentes et les personnels et le matériel se succèdent à ton chevet. Et donc tout le temps que toi tu passes chez nous est du temps qui est médicalement utile. Ça change radicalement par rapport à une expérience plus curative. Lors de ce check-up, donc on récolte de la donnée et elle a pour caractéristique d'être standardisé, donc c'est exactement les mêmes conditions de recueil d'une année à l'autre et d'un individu à l'autre, c'est les mêmes matériels, les mêmes personnels, le même protocole, c'est la même température, c'est la même pression, c'est la même sonorisation ou insonorisation, exactement la même chose, ce qui fait que dans le data lake qu'on a construit, il n'y a pas de bruit au sens data science, donc ça rend l'analyse plus fiable, ça que tu dis. Conséquente de la donnée beaucoup plus fiable. Et quelques semaines après ton check-up, on te revient, donc le médecin que tu as rencontré qui exerce dans le centre revient vers toi en disant on a reçu tous tes résultats, on a préparé un diagnostic et une feuille de route comportementale adaptée. Et là tu as une consultation médicale de restitution et on te présente dans le cadre de cette consultation tes résultats d'une manière qui est chapitrée et problématisée, donc c'est pas l'addition de dizaines d'examens différents, c'est vraiment ta fonction digestive. Voilà ce qu'on a regardé, mesuré, voilà ce qu'on en déduit, ta fonction cardio-respiratoire, ta fonction métabolique, etc. Ça, c'est la partie diagnostique. On compare avec un homme de ton âge et on en déduit, on le traduit en recommandations granulaires, activables et personnalisées. Donc, c'est pas il faut manger 5 fruits et légumes par jour, c'est qu'est-ce qu'il faut manger, à quelle heure, dans quel ordre, de quelle origine, donc quel type d'huile pour quel type d'oméga qui ont tel type d'effet, c'est quel type d'exercice physique, et on fait la différence entre l'exercice et l'activité physique, à quelle heure dans la journée, suivi ou pas de quel type d'hydratation, c'est à quelle heure il faut que tu te couches, à quelle heure il faut que tu te réveilles, à quoi il faut que tu sois attentif dans ta vie de tous les jours pour te dire ah là il y a un signal d'alerte que j'avais toujours négligé, qui en fait veut dire que, et ça il faut que je sache que je bascule sur tel comportement, et on touche vraiment tous les compartiments de la vie quotidienne, mais il y a autant de parcours qu'il y a du coup d'individus. Comment tu arrives à voir l'impact positif de ton travail? Parce que là, en gros, tu pourrais dire du mien ou du travail de Zoï. C'est-à-dire que globalement, tu vas dire on aura évité des morts précoces, on va... Comment tu arrives à le définir, ça? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a une dimension un peu empirique, et j'ai en tête, on a toutes les semaines des témoignages incroyables. Un tout récent qui m'a touché parce que je trouve que la manière de le formuler était poétique. On a une jeune maman d'une 40aine d'années qui est revenue pour la première fois, donc elle était venue il y a 1 an, elle est venue pour un check-up bilan au bout d'1 an, et qu'à un moment elle revoyait le médecin qu'elle avait vu 1 an auparavant, avant que le médecin même puisse lui dire, elle dit attendez, je voulais vous dire, ce matin quand j'ai dit à mon fils, qui a je sais pas 6 ou 7 ans, que je revenais chez eux, il m'a dit ah mais maman tu te rappelles quand t'étais vieille. Donc aux yeux de son fils, en 1 an elle a rajeuni. Donc ça c'est la partie empirique. En gros, ce qui se passe, c'est que d'abord on fait du dépistage et en fait on trouve beaucoup de choses, plus ou moins graves. Donc ça peut aller jusqu'à quelque chose d'urgent. Il y a des gens qui sont opérés dans la foulée du check-up. Ça peut aller à des gens qui ont dépistent des virus qui pourraient avoir des conséquences graves, des maladies du foie qui pourraient dégénérer. Donc on sauve des vies, ce faisant. Et on fait de la prévention. Donc on identifie des signaux avancés de déséquilibre qui, s'ils n'étaient pas corrigés, pourraient conduire à des pathologies. Et le fait de les corriger, ça améliore la qualité de vie de manière très perceptible. Donc on a 2/3 de nos membres qui déclarent que dans les 3 mois qui suivent le check-up, ils perçoivent une amélioration de leur qualité de vie. Ça,
Ça, pour quelqu'un comme moi qui cherche de l'impact, c'est vraiment de la quelque data, chose t'es content avec ça. incroyable. Donc là, on parle de ce programme, de ce centre que tu as. Tu parlais tout à l'heure de centralisation. Je sais pour toi que c'est important. On parle d'un centre à Paris qui va toucher essentiellement, alors même si tu peux pour 4h30 venir de province, quelle est ta vision justement à toi? Et tu sais que c'est un sujet qu'on a déjà eu par le passé entre toi et moi, et surtout connaissant ton amour, si j'utilise des gros mots, mais voilà, de ce qu'est la France et aussi ce qui fait la France et sa différence sociale également. C'est un projet aujourd'hui qui touche plutôt une certaine population. Quelle est ta capacité, selon toi, à apporter ce projet qui est génial et qui va permettre de pouvoir aider la vie des gens qui ont plutôt les moyens à un nombre plus important de la population française qui ne serait pas uniquement à Paris, sur ces deux sujets, social et décentralisé. Est-ce que c'est facile à faire? Est-ce que c'est impossible? Est-ce que tu penses y arriver? Ou est-ce que tu penses que ce produit, malheureusement, n'est pas adapté? Alors au contraire, on est sûr d'y arriver. Et ça a été conçu pour y arriver. Moi j'adore, et c'est cool ça. Et c'est le mandat, la question c'est quand et dans quelle proportion. Oui, si c'est dans 40 ans, c'est un peu Non, tard. c'est pas du tout dans 40 ans. En gros, ce qu'on a déjà créé, c'est quelque chose qui est onéreux parce que ça coûte 3 000 € par personne et par an. Donc c'est pas du tout à la portée de toutes les bourses. C'est essentiellement les entreprises, c'est ça aujourd'hui? Non, c'est moitié-moitié. Moitié-moitié. Littéralement. Qu'on explique aux gens, ça pourrait être des entreprises qui achètent pour leurs cadres salariés, dirigeants, plutôt à mon avis, pour qu'ils financeraient comme ça. On a des cabinets d'architectes qui mettent toute l'équipe de la réceptionniste. 50% individus, 50% entreprises. Exactement. Il y a une évolution, ça? Non, c'est assez... Okay. Et d'ailleurs, c'était une bonne nouvelle pour nous parce que ça révèle qu'il y a une demande côté particulier qui n'existait pas, qui n'était pas satisfaite en France auparavant. Si tu devais faire... Et je parle vraiment que de la partie purement médicale. Donc pas du tout de la partie technologique, du parcours, du fait que tu fais en 4h30 ce que j'évoquais. La somme de la valeur, du coût de chacun des actes médicaux qu'on réalise dans le public, les analyses biologiques, les examens, l'imagerie, les consultations, t'en aurais pour 2 à 3 fois plus cher. Donc déjà, t'as un très bon deal entre guillemets sur le plan purement médical. Nous, le pari, il est très simple, c'est que le volume qu'on va pouvoir atteindre en arrivant à standardiser le parcours et en améliorant l'efficacité du parcours va permettre de faire baisser les coûts. Je te donne un exemple, le coût des analyses biologiques, il est monstrueux. Nous, c'est le principal poste de dépense par check-up et c'est de l'argent qu'on reverse. 0% pour toi. Zéro, c'est vraiment directement à des prestataires. Donc si on est capable d'obtenir des effets volumes, évidemment, on va avoir un impact. Et de 3 000 €, selon toi, ça pourrait descendre. Si le monde parfait existe... Nous, on vise quelque chose qui soit de l'ordre d'un gros abonnement Internet. Voilà. Quelqu'un qui a une grosse box avec... donc c'est 120 € par mois? Ah non, c'est deux fois moins. C'est 2 fois moins. Ouais. D'accord. Donc en gros, tu dis qu'à t'as un gros abonnement Internet, et tu rajoutes Netflix et Canal. T'as raison, moi je parlais de mobile en fait. Ouais. Donc là, c'est que Internet avec Canal et Netflix. Allez, soyons grands. Et donc là, tu dis, entre 500 et 700 €, c'est là où tu as envie d'aller. Ouais. Et ça, c'est exactement le même protocole médical et le même parcours. Après, ce ne sera pas des centres aussi grands, au cœur des grandes villes, mais il y aura toujours des centres de check-up. Et donc ça, c'est à horizon 2 ans, 3 ans, 5 ans? Non, avant 2030. Avant 2030, donc ça va arriver assez vite. Ouais. Et ça, volonté d'être... Il faut bien mesurer un truc, c'est que on est un peu plus de 100 personnes aujourd'hui à bosser chez Zoï. Il n'y a personne chez Zoï dont la famille peut se payer Zoï. Donc nous, chacun des salariés a accès aux produits. C'est important pour nous que chacun sache sur quoi il travaille. Et donc tout le monde chez nous a accès aux produits. Donc tout le monde a un abonnement Zoï et peut faire le check-up s'il décide de le faire. Mais l'incitation à démocratiser, très forte. C'est pas une abstraction, c'est pas pour la beauté du... Enfin, c'est pour ça évidemment, mais juste... Tout le monde a envie son frère, sa sœur, ses parents. N'importe quel dîner de famille, n'importe quel mariage, n'importe quel... Et toi qui partais avec cette question que j'avais quand je pensais à toi et Zoï, toi qui a grandi justement dans cette volonté très militant de faire le mieux pour le plus grand nombre, ça a été un moment, une hésitation, Zoï, de dire c'est pas forcément parfaitement aligné. Pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. Pas une seconde. D'abord, j'assume parfaitement qu'il y a une première étape qui soit à destination de personnes plus fortunées. Et je pense que c'est le propre de la plupart des innovations dont on bénéficie aujourd'hui de manière démocratisée. Genre la première voiture, la première trottinette, le premier vélo, c'est à chaque fois quelque chose qui coûtait très cher. Et je pense que c'est la meilleure manière de ne pas faire prendre de risques à l'argent public. De dire, voilà, on fait financer par le privé, par des investisseurs privés et par des clients privés, des investissements qui serviront
l'intérêt général. J'ajoute un point hyper important, qui est que sans attendre le moment où on sera capable de sortir cette offre démocratisée, nous, on va publier des papiers de recherche qui vont être, et je le dis parce qu'on a déjà des pré-papiers, qui vont être incroyables. Oui. Donc on va rendre à la science des choses. Tu vas partager, tu vas être open source en fait, évidemment. tout ce qu'après pour que d'autres puissent l'utiliser. Contractuellement, on s'est engagé vis-à-vis de chacun de nos membres à ne jamais monétiser la donnée. Donc c'est pas une manière déguisée d'aller revendre derrière l'étagère à je sais pas quel labo. Combien de membres aujourd'hui? Écoute, on est aux alentours de 2000 ou 2200. Et donc c'était à peu près en ligne avec ce que tu imaginais au départ? Un peu plus même. Là on continue, donc la région aussi est important pour toi. Est-ce que le prochain centre sera en région? Non. Le prochain centre qu'on va ouvrir, c'est un centre qui va être la réplique de celui qu'on a fait. Donc c'est un centre qui va être haut de gamme à nouveau, qui sera à l'étranger, qui sera à Londres. Ah, d'accord, donc ça c'est important. Donc partager ça, donc c'est à Londres maintenant, c'est ça l'objectif. Donc ok. Donc le troisième centre, est-ce qu'il sera en région? Non, je pense que... À New York. Okay. Non, parce que pour le coup, on a des capacités assez importantes à Paris, et comme tu l'évoquais, comme il faut juste venir entre guillemets 4 heures par an à Paris, l'idée c'est que c'est plus simple pour n'importe qui de venir de Lorient, de Marseille, de Lille ou de Strasbourg, que d'aller ouvrir une capacité... Votre volonté à vous, c'est d'abord d'appuyer cette innovation française dans d'autres villes du monde. Ouais. Ok. Chouette. Et c'est bien, donc tu vas planter le drapeau. Tu parlais tout à l'heure des 5 fruits et légumes. On va faire une autre pause, mais cette fois-ci, c'est une pause check-up. Parce que moi, maintenant, je sais que tu sais ce que je ne sais pas encore une fois sur un certain nombre de choses. Donc, et pour les gens qui nous écoutent, on va te poser quelques questions. Tu vas me dire si les questions santé, tu peux y répondre. Est-ce qu'il faudrait marcher? Alors ça, c'est une question que j'avais avec Michel Simès. Est-ce qu'il faudrait vraiment marcher 10 000 pas par jour pour être en bonne santé? Marcher, oui. 10 000 pas par jour, ça dépend de chacun. Donc, ça dépend de chacun. Ouais. Mais il y a comme un minimum il y a un minimum, mais vraiment qui dépend de chacun. Et surtout, il vaut mieux marcher 3 fois 1,5 km que 1 fois 8 km. Voilà. Okay. Écoutez ça. Les 5 fruits et légumes par jour, ils sont obligatoires? C'est plus compliqué que ça, je dirais. Non, mais tout va être beaucoup plus compliqué. Bah oui, mais c'est la personnalisation. C'est justement le principe. C'est que... Ouais, mais c'est quand même... Il faut en manger. Alors, globalement... Rassure-moi, il faut rassurer les parents. Beaucoup plus de légumes que de fruits, clairement. Et un des principes fondamentaux, c'est variété et diversité. Donc oui. À un moment de la journée? Plutôt au moment des repas, et plutôt d'ailleurs sur une période de temps qui n'est pas trop étendue. Je ne parle pas des enfants là. Est-ce qu'il faut commencer par les fruits parfois, ce repas? Pas sûr. Non, je pense pas. Alors tu me dirais que ça dépend des gens. Oui, mais faut-il faire idéalement du sport tous les jours? Non. D'accord. Ça. Mais du sport non, mais de l'activité oui. Donc marcher, monter des escaliers. Ça c'est un point important. Je reparlons du COJOP, du Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, où j'avais la chance d'être administrateur. Ce qu'on parlait justement, c'est d'activité physique. On parlait pas de sport, on parlait juste, il fallait que tu sois en mouvement. Ça c'est obligatoire. Ça oui. Dormir 6 heures par nuit, est-ce que c'est suffisant pour une bonne santé? C'est moins qu'il faut? C'est plus? Plus. Mais il ne faut pas non plus dormir trop. Entre 7 et 8. 7 et 8, c'est l'idéal. Écoutez-moi toutes et tous. 7 et 8, là on commence à être pas mal. Est-ce que la génétique joue un rôle important dans notre mode de vie et l'espérance de vie surtout? Oui. Parce que là, c'est vrai, tes parents, grands-parents ont un cancer, est-ce qu'il faut quand même le traiter plus facilement, il faut regarder plus? Ouais, en gros, contrairement à ce qu'on peut imaginer, la génétique, elle a une influence qui est beaucoup moins directe et évidente que ce qu'on croit souvent. Donc il y a très peu de gènes qu'on appelle activables. Donc il y a très peu de gènes dont on sait que de manière binaire, ou de variants, si on les a ou si on les a pas, ça veut dire qu'automatiquement on a telle maladie. En revanche, le génotype d'un individu, évidemment, a des conséquences importantes sur son mode de vie, sur ses vulnérabilités et sur les risques de pathologie qu'il peut développer. Ce qui me dérange aujourd'hui, donc on parle de santé, c'est en particulier aux États-Unis, mais pas que, cette volonté en particulier des gens qui ont des moyens considérables d'espérer que la vie ne se terminera pas ou qu'il pourrait être plus fort que la personne créatrice. Comment tu le vis ça? Toi, tu es vraiment... Nous, on a une approche très différente de celle que tu décris, et c'est pas pour rien qu'on s'appelle Zoï, et c'est pas pour rien qu'on a démarré depuis la France avec des investisseurs français, avec une équipe cœur qui est quasi entièrement française. L'approche américaine simplifiée, mais c'est celle que tu décris, qui est de dire, voilà, on est la génération qui va casser la mort, quoi. Et on va déplacer la frontière de manière massive, voire l'annuler. Bon. Nous, c'est pas du tout notre approche. On est vraiment dans une approche presque, je dirais pas opposée, mais on veut pas rajouter des années à la vie, on veut rajouter de la vie aux années. Donc l'espérance de vie
en bonne santé, à la naissance, en France, Et courte. elle est de 63 ans. C'est fou. Personne ne sait ça. Non, personne, parce que les Donc, gens à la parlent de l'autre naissance, 80 ans. exactement. C'est On celle pense de que mort. c'est 83 ans, mais c'est l'espérance de vie. En Point bonne barre. santé. L'espérance de vie en bonne santé est de 63 ans. Donc il y a en moyenne 20 années de déclin, de dépendance, en fait de malheur. Alors là, Et en plus, tu nous casses le moral. Non, mais c'est à la naissance. Ça ne veut pas dire que quand on a 58 ans, on n'a plus que 5 ans. Ouais. Évidemment, l'espérance de vie, tu sais, elle se décale chaque année. Bien sûr, mais en tout cas, c'est un point important. Tu as raison, on n'en parle jamais de ça. C'est en bonne santé. On n'en parle elle jamais, est courte. c'est beaucoup plus important en réalité. Et donc nous, Bien ce sûr. à quoi on s'attaque, c'est ces 20 années intercalaires. On veut s'assurer que tu vivras jusqu'à ton dernier jour, et ce dernier jour t'appartient ou appartient à la force créatrice que tu évoquais, et ça, on ne changera pas, mais en pleine possession de toutes tes capacités motrices, cognitives, et donc tu pourras porter tes enfants et tes petits-enfants dans les bras, tu pourras jouer avec eux, tu pourras continuer à discuter, à débattre, à lire, à apprendre, voilà. Tu as justement un point de vue, je suis sûr que tu l'as, sur la fin de vie. Aujourd'hui, quand on en parle, d'un point de vue politique, est-ce que tu penses que tu veux que ça doit être un choix ? Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ça le devrait l'être, ou tu penses que justement, c'est une complexité qui ne peut pas être en fait changée dans les règles et dans les lois ? Moi, j'ai beaucoup de mal à me mettre dans une position de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou penser. Oui, sauf qu'aujourd'hui, Donc, on ne les laisse pas. oui, justement, c'est pour ça que je suis plutôt d'avis de laisser la liberté. Choisir. Voilà, dans des conditions encadrées, mais mon tempérament me porte plutôt vers ça. Et donc là, on parle de longévité. Alors, merci de le dire, parce que c'est vrai que c'est quand même un sujet beaucoup de gens. Et en fait, moi, je crois que c'est une chanson de... Je crois que c'est Vianney qui chantait ça en disant « Il vaut mieux vivre mieux que vivre vieux ». Je pense que c'est assez vrai et que malheureusement aujourd'hui on peut imaginer, parce que c'est vrai que ces fins de vie, quand tu parles de ces 20 ans en déclin, pour en avoir vu et pour avoir vécu malheureusement, et ce qui arrivera à chacun d'entre nous, si ce n'est pas déjà le cas, on voit des gens proches de nous qui ont ce déclin-là, c'est quand même des moments très compliqués. On continue les pauses amicales. On a évoqué tout à l'heure quelqu'un qui a la gentillesse de nous faire une nouvelle pause amicale. Ça va ? T'es bien encore ? Ça va ? Ouais, ça va. C'est chouette. Et donc, savoir si Zoé, toi, cette aventure Zoé, déjà, qu'est-ce qui pourrait se passer après ? Et s'il y a un après, on écoute la question de quelqu'un qui a travaillé dur avec toi. Il s'appelle Cédric O. Salut Isma, c'est Cédric O. J'espère que tu vas bien. Écoute, Alexandre m'a demandé de te poser une question. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est... Est-ce que tu penses que tu reviendras un jour en politique, ou alors que tu te réengageras en politique ? Et si oui, quelles seraient les conditions qui feraient que tu pourrais te réengager ? Alors d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Cédric, c'est un de mes plus anciens et plus proches amis, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Qui a été donc secrétaire d'État. Oui, alors avant ça, qui a été même conseiller avec moi à l'Élysée. Conseiller, évidemment. Conseiller, et puis avant ça, 2006 déjà. Hein. On 2006, est en 2006. Il a été dans la campagne dès 2016. Et typiquement, ça fait partie des gens que j'évoquais, dont je pense pouvoir dire qu'on partage la même approche du sujet de l'engagement. Lui, il était parti dans le privé pour apprendre, y compris le métier de l'industrie, en faisant le choix très courageux de repartir de tout en bas, de diriger une équipe d'ouvriers qualifiés dans une usine, voilà, pour se frotter à la vraie vie, qui est revenu, mais sur son temps libre, à prendre le risque pendant une année entière, être le trésorier d'une campagne au départ très incertaine, et puis qui est devenu secrétaire d'État au digital. L'innovation. Alors, ma réponse est non, je ne vois pas revenir. Voilà. Tu te connais bien quand même. S'il te pose la question, c'est aussi non que ça, aussi ferme. Là, c'est dans l'engagement, dans le non. J'aime bien parce que tu me dis non, mais malheureusement on ne peut pas rentrer sur la seconde question qui était certainement l'intérêt de cette question-là. C'est avec quelles conditions ? Tu penses que... je ne vois pas. Bon, Cédric O, la réponse est non. Ouais. Si on revient justement à toi quand tu étais à Sciences Po, si tu avais, et j'en connais un certain nombre de ces jeunes qui sont des militants, quels que soient les partis, qui sont engagés, qui croient qu'il y a des choses qu'on peut changer, et je pense que c'est encore le cas. Qu'est-ce que toi tu dirais aujourd'hui si tu avais un conseil à donner à ces Ismaël de Sciences Po de 2006, avec cette expérience que tu as? Qu'est-ce que tu dis? Change pas, fais encore plus, te décourage pas, ce serait quoi le conseil? Bon, d'abord, je pense que c'est important qu'il y en ait, à Sciences Po et ailleurs. Pour reboucler avec un des éléments de notre discussion, moi je pense que la réalité a perdu de son importance et qu'il faut qu'elle la regagne, et qu'en matière politique, à fortiori dans un pays qui vit des bouleversements comme le nôtre, qui a une culture politique assez violente, avec des rémanences révolutionnaires régulières,
Bon, il faut qu'on mesure le trésor collectif qu'est la vie civile et citoyenne, et qu'on a tous en partage. Et je crois que le premier, peut-être le seul objectif qu'on peut tous s'assigner, d'où qu'on vienne, et quelles que soient nos convictions, c'est d'être au moins d'accord sur nos désaccords. Et ça, c'est très dur, parce que ça veut dire se mettre d'accord sur un langage commun pour décrire une situation, une réalité, les différentes options pour peut-être la corriger, peut-être l'aggraver, ça dépend des avis, mais en tout cas, d'accord sur ce qu'on voit, peut-être désaccord sur ce qu'on en tire comme conclusion, mais d'accord sur ce qu'on voit. Donc faire cet effort-là, de se mettre dans les chaussures de l'autre, pour se dire qu'est-ce qu'il voit. Possible avec les extrêmes? Peut-être même, a fortiori, nécessaire encore plus avec les extrêmes. Oui, mais est-ce que justement, il y a ce que tu vois pas, et ça veut pas dire d'accord avec eux, hein. Déformé. Non, mais la réalité, je pense qu'il n'y a pas de situation dans laquelle on sort gagnant, et quand je dis on, c'est quelque camp politique que ce soit, et à fortiori encore moins un pays, de tourner un regard aveugle sur un sujet. Voilà. Mais quand la personne en face de toi ne fait que dire des choses qui ne sont pas vraies. Justement, dans ce cas-là, c'est pas possible. Mais c'est son problème à elle. Ce qui peut arriver. Oui, bien sûr, mais c'est son problème à elle, entre guillemets. C'est pour ça, mon conseil, c'est ne sois pas cette personne-là. Quand tu disais elle, c'est cette personne. C'était personne, c'était pas une femme. Non, c'est cette personne qu'on évoquait. Okay. Une question pour toi. On parle de pause ici. Est-ce qu'il y a des moments où, et on te voit assez calme dans ce que tu dis, avec une distance sur beaucoup de choses, ce que expliquait Anne Descamps au départ, est-ce qu'il y a un moment dans ta semaine, dans ton mois, dans ton année, ou un endroit où tu aimes faire la pause, une pause? Il y a un endroit sur Terre où tu dis juste... Je n'ai pas besoin de l'endroit, mais... T'es pas bien? Ah si, je suis bien partout. Ouais, tu n'en as pas besoin de ce... Non, mais je fais des pauses au sens où tu l'entends très souvent. Moi, j'aime beaucoup lire, donc je peux lire partout, par exemple. Donc, je marche pas mal, donc c'est pareil, c'est des moments de prise un peu de recul. Ouais. Et pour terminer, s'il y avait quelqu'un que je devrais inviter à ta place, tu dis, tiens, moi qui ai vécu cette expérience, j'aimerais bien entendre telle personne, il y aurait quelqu'un que tu voudrais qu'on invite ici? J'ai beaucoup de... J'ai beaucoup d'idées. Balance. Pour pas rester peut-être dans l'entrepreneuriat. Peut-être un écrivain, tu vois. Ouais. Il y en a qui... Ouais, j'ai un ami écrivain à qui je pense s'appelle Nicolas Idier, qui serait intéressant à mon avis. Donc voilà, le point est pris. Ismaël, merci d'avoir pris le temps, d'avoir raconté justement ces 2 vies, c'est déjà beaucoup, même pas 40 ans, des vies intenses. Si les gens veulent te contacter, si les gens ont dit, tiens, moi j'ai quelque chose, j'ai envie de parler, j'ai envie de discuter, j'aime cet engagement et cette distance aussi par rapport aux choses, est-ce qu'il y a une manière idéale de te contacter, un email, un Instagram, un LinkedIn? Qu'est-ce qui fait que tu regardes? Comme Stéphane Bancel, tu réponds toi? Non. En tout cas, j'essaye, mais je ne m'engage pas à répondre. D'accord, mais LinkedIn, ce sera la manière le plus simple de pouvoir potentiellement espérer une réponse. Non, mais je fais mon maximum, mais je préfère ne pas formuler un engagement que je ne suis pas certain de tenir. Merci, dans ce cas, de dire la vérité de nouveau. Ismaël, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retours, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.